Ceux qui intellectualisent zéro et qui se disent non mais moi freestyle, t'inquiète, j'ai un bon relationnel, je vais vendre, on sait comment ça finit. Si t'as une équipe de vente qui est correctement recrutée et correctement formée, normalement les commerciaux sont interchangeables. L'humain va être au service de la montée en compétence de l'IA qui elle-même va rester. Et donc finalement, tes process en fait se transforment dans de l'IA. Ce que vous ferez aujourd'hui dans l'IA, dans 2 semaines, en théorie, ça tiendra plus. Et ça, c'est pas parce que vous êtes en retard ou parce que vous êtes mauvais, c'est parce que ça va très vite. Si vous n'aviez pas de résultats et que vous essayez de mettre de l'IA sur un truc sur lequel vous n'aviez pas de résultats, ça va pas décupler vos résultats. J'ai jamais vu de ma vie un truc qui m'a impressionné, qui a été poussé par de l'IA. Tu vas juste avoir un multiplicateur de ce que tu faisais déjà. J'allais dire c'est un coefficient l'IA. C'est-à-dire Facteur, que c'est un facteur, c'est AX, sauf que le X il existe toujours, tu vois. Poivre et Sales, épisode 7, on est parti avec Jed et un grand changement, grand invité aujourd'hui, Basile, Vierne, que vous avez peut-être déjà croisé de temps en temps, De loin. soit dans un dojo, soit sur Dans les un bancs. donjon. Dans un donjon ou dans un dojo, un des deux. Les gars, comment vous allez ? Eh bien, pleine forme et je vais laisser notre invité, qui n'en est pas vraiment un quand même, on va pas faire genre, comment il se sent le Basile, comment il va, et on va pas faire de fausses politesses. Tu vois. Et bienvenue au PMU, tout le monde, bien évidemment. Et bienvenue Au bar tabac. au bar tabac. Non, on va pas faire de fausses politesses, étant donné qu'on sait qu'on est des individus absolument pas polis dans la vie. Non, très content d'être là, très content de pouvoir prêter main forte à ce format prometteur, qui est Poivre et Sales, n'est-ce pas ? Un petit peu déjà sous épilepsie imminente à cause de l'accoutrement du maître de cérémonie, mais qui va certainement nous expliquer tout ça d'ici peu. Et non, très content d'être le 3e larron de cet épisode-là. J'ai aucune idée de ce qui en retourne et de ce qui va se passer. C'est un podcast sur la poterie, c'est ça ? Un podcast, c'est un peu un... Alors exactement, c'est un podcast, ouais. Entre potes. Entre T'arrêtes, potes. là. Ça commence fort, hein. C'est direct. Ah ouais, non, là c'est la vanne à gogo. Vanne Et à toi, gogo. Sortie de prison sortie Déjà de peut-être, garde. est-ce que Basile, Oui, sortie de garde à vue, c'est bon, donc ils m'ont enlevé le bracelet, ils m'ont tout enlevé. T'es parti avec le on est maillot de ton bon. voisin de garde à vue. c'est ça Exactement, étant donné que j'étais dans les favelas, donc ça m'a permis quand même de repartir avec un petit souvenir de garde à vue. La routine. Est-ce que Basile, tu peux nous dire juste depuis combien de temps tu es au courant que tu vas participer à cet épisode ? Ouais, non, bien sûr, parce qu'après les gens, ils ont parfois du mal à se rendre compte de toute la logistique qu'il peut y avoir derrière un projet. Ça a l'air débile parce que là, on est plus ou moins sur du matériel. C'est pas des webcams, hein, on est quand même bien équipé, mais ça a pas l'air d'être le podcast de Carlos Diaz avec 83 cadreurs et du budget. Mais quand même que les gens se rendent compte, moi, de cet épisode-là, je le prépare et je sais qu'on va le tourner depuis 11 minutes. Voilà. C'est à peu près la réalité du terrain. Exactement, le temps de briefer et qu'on parte. Bon, Jed, comment tu vas toi ? Franchement, pleine forme, très heureux de refaire ces épisodes. On a Ronaldinho qui nous est revenu du pays. Ah là là, Du, sans faute. du pays. Ouais, sans faute, ouais. Mais on saurait pas dire s'il y a une faute. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais non, très content de retourner un épisode. Hâte d'avoir 2 comparses sales aguerris. Franchement, j'ai hâte et puis pleine forme. Janvier-février a bien démarré en termes de business. Toi, Jules, est-ce que aussi, si tu peux nous parler un peu de ça, je sais que les gens, ça les intéresse. Ça a démarré comment 2026 ? Alors ça a pas trop mal démarré. Déjà j'aimerais on embrasse Gus qui a des petits pépins perso. On lui fait un bisou bien évidemment et il reviendra très prochainement. Effectivement, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu puisqu'il y a des moments où on fait les tournages et des moments où ça sort et ainsi de suite. Donc là, ça fait plaisir de revenir. J'étais moi-même là 2 semaines au Brésil, donc dans le nord de l'Europe et voilà, donc d'où ce maillot merveilleux avec 4 étoiles, donc il en manque une mais ça c'est rien, vous emmerdez pas avec ça, c'est ce qu'on appelle de la paperasse. Du storytelling. De l'administratif, exactement. Et donc ça m'a fait un bien fou, donc là j'arrive avec mon maillot de gringo de touristos, c'est nickel, acheté pour quelques réals à un marchand. Et ça m'a fait un bien fou. Donc moi j'ai un peu coupé sur février. Pour autant on a fait un mois de janvier qui est ni exceptionnel ni merdique. Un mois de janvier de reprise en termes de vente. Par contre on a quand même bien facturé. Faut savoir qu'on avait fait un très gros mois. On en avait parlé
juste avant. Donc aussi, il faut pouvoir délivrer au fur et à mesure. On sait que fin décembre, sur la deuxième quinzaine, t'as pas toujours les opportunités qui sont générées. Donc forcément, tu le sens toujours. Janvier, c'est un peu particulier avec la reprise. Le mois démarre un peu tard. Et février est relativement court, mais on est bien. On a déjà passé là l'objectif qu'on s'était fixé. On est, je crois, à 210 000 là pour le moment. Donc, par rapport à l'objectif qu'on a à ce moment-là du mois, on est bien. On va aller un peu plus loin encore. Et puis voilà. Non, cool. Cool. Nice. Bon. Benef, est-ce que tu veux d'autres informations? Non, aucune. Favela, dégradé, chiffre d'affaires, on est au top. On est au top. Ouais, exactement. Tu peux envoyer. Je sais pas si le père Baz, il a une petite actu ou une petite info fraîche qu'il veut partager. Non, je vais laisser le programme Merci se Basile dérouler, pour mais tes c'est avec interventions. plaisir. Le podcast, c'est quoi comment s'appelle ce Poivre et sale. Poivre et T'as une sale. recette Merci pour ta participation. C'est Où avec est-ce qu'on peut plaisir. te retrouver, Basile? C'est avec plaisir. Peut-être pour les gens qui ont adhéré à tes propos là sur ce podcast, on peut te retrouver où? Oui. Ok, eh ben génial. Non, on va pas partir dans le cringe tout de suite. Non, mais j'aurai une actu à la fin. D'ici la fin de l'épisode, j'aurai une actu. C'est sûr. C'est sûr. Ça marche. Je te laisse trouver ça. Fais gaffe, t'as la caméra qui te suit hein, si jamais. Ah oui, sais que... parce que je vous dis, c'est un truc avec un gros budget quand même. Donc c'est. Ouais. Bon, ben parfait. Bon, je vous présente un peu le menu du jour. L'ardoise. Là, on s'est fait le petit apéro. En entrée, on va vous parler des fausses croyances qu'on voit en coach. On a de la chance d'avoir 3 personnes aujourd'hui qui coachent des personnes depuis très longtemps dans le sales, dans la vente, dans l'entrepreneuriat, que ce soit des directeurs commerciaux, des SDR ou des sales directement. Et on va parler donc des fausses croyances qu'on voit le plus, nous, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit systématiquement aller déboulonner, parfois des choses, des blocages même mentaux, avant même d'aller travailler sur la compétence même de l'individu qu'on va être en train de coacher. Donc ce sera la petite entrée du jour. Le plat, et c'est un plat de résistance aujourd'hui, puisqu'on va parler des boîtes de services sous agent IA. Est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est encore une lubie aujourd'hui? Est-ce que si vous utilisez ChatGPT dans votre agence, vous êtes une agence sous IA ou pas forcément? On sait qu'on entend plein de choses à ce sujet-là en ce moment. Et le dessert avec Jed qui, classique, nous a préparé le petit jeu, la petite sucrerie. C'est toujours la surprise. On terminera avec un tour de poivre made in Basile. Donc le tour de poivre, c'est une fois qu'on a bien mangé. Qui paye l'addition? Qui prend tarif cette semaine? On vous garde pareil la surprise. Restez bien jusqu'à la fin. Peut-être qu'on va se battre, peut-être pas, on verra. Et on est parti, Poivre et Sides épisode 7. Let's go. Messieurs, l'entrée. Quelle fausse croyance. Je suis en train de faire des ponts là sur Brésil et tout. On a un expert du JJB, on a un maillot brésilien. Peut-être qu'on va s'exporter petit à petit à l'international. Là, j'étais en train d'y penser pendant le truc. C'est pour ça que j'ai parlé bagarre en fait. Je t'ai regardé, tu m'as inspiré un élan de violence. Ok, c'est tout. Voilà. Entrée. Quelle est la fausse croyance, les gars, que vous voyez le plus chez les sales que vous allez coacher, que ce soit des SDR, des head-off, peu importe, les personnes que vous rencontrez et qui parfois bloquent ou pas? Je prends le lead si c'est good. Prends le lead. Let's go. Moi, ce que je remarque très souvent, c'est ce qu'on appelle en fait l'identification du problème. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'énormément de managers, de head of sales, nous parlent en disant mes équipes sont nulles en closing. C'est-à-dire que j'ai tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on vient tout le temps me dire mes équipes sont pas bonnes en closing, je suis nul en closing. Sauf qu'une fois que tu t'intéresses un petit peu au process commercial, à comment ça se passe, c'est un peu une croyance erronée parce que les gens voient le closing comme juste la partie de la fin, cette partie où tu viens juste dire bon on y va ou on n'y va pas. Sauf que très souvent c'est ce qui se passe avant et donc le rendez-vous de découverte, la qualif qui font que ça va pas. Et beaucoup trop sous-coté. Tout le monde croit que c'est à la fin que ça pêche, sauf qu'on identifie très mal là où le bas blesse pour être hyper efficace. Et c'est une croyance. À chaque fois, les gens viennent et me disent j'ai 2 problèmes, c'est la prospection et le closing. Je dis ok, il se passe quoi entre les deux?
Et en fait, les gens négligent, on dirait, ce qui se passe entre les deux. Et en fait, dès que tu arrives en coaching, tu leur expliques que, OK, trop bien, vous avez une machine à lead, donc vous avez fait le plus dur du démarrage. Qu'est-ce que vous en faites maintenant de ces leads-là? Ah, on n'arrive pas à les closer. Donc voilà, il y a cette croyance d'arriver et de croire qu'un rendez-vous, il se joue dans le money time, entre guillemets, sur la fin. On avait abordé le thème du closing, donc je ne vais pas faire de redite. Mais vu que tout le monde en parle, je sens que ça pèse auprès des gens, alors que moi qui suis un fervent défenseur du R1, donc du rendez-vous 1 et de comment bien défendre le R1, je pense qu'un R1 bien mené te facilite largement ton closing et que ça, c'est sous-coté. Et que donc, il y a cette croyance que alors, c'est quoi la phrase pour annoncer ton prix, pour réagir au truc, etc. Donc voilà, il y en aurait 1 million, mais là, la dernière que j'ai eue est sur des grands groupes. Des mecs viennent me dire ah, on vient de finir le module prospection, ce serait intéressant que tu me fasses le module négo closing. Il y a un truc entre les deux, quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Est-ce qu'on peut même les dissocier, tu vois? Enfin, Non. En théorie, non. ça veut pas dire grand-chose, parce que de toute façon, tu mets quelqu'un dans ces cas-là, c'est le pitch, tu vois. Mais donc, dans ces cas-là, tu cales un rendez-vous, t'arrives, tu pitches et c'est terminé, tu vois. Mais pour moi, c'est pas dissociable. Est-ce que t'as une manière, toi, d'aller lever justement ces croyances? Comment tu viens intellectualiser ça, ou comment tu viens faire un peu de pédagogie autour de tout ça? Super remarque. Ce que je fais, c'est que j'analyse. En fait, je rentre dans leur jeu et je leur dis ok, très bien, montre-moi ce qui ne va pas. Donc déjà, quand j'ai de la chance que tout soit enregistré, hein, parce que bon, on tombe dans des vieilles maisons très souvent, ou même des nouvelles, mais qui n'ont pas recours à cette super pratique qu'est l'enregistrement. Tu leur demandes comment ça se passe, ils te disent ah bah là, j'avais pas vu venir ça. Ça peut être X, Y élément, qui peut être j'avais pas anticipé X décideurs, j'avais pas anticipé à ce moment-là leur budget parfaitement. Je dis ouais, ok, tu te rends compte que ça, ce qui t'a fait bloquer à la fin de ton deal, c'est un élément que tu n'avais pas débusqué, débunké au démarrage. Ah oui, j'aide, ok, c'est vrai. Donc moi, très souvent, ma manière pédagogique de le faire, c'est de leur dire, ok, où est-ce qu'il y a eu un manquement, et de leur faire comprendre que ce manquement-là, il était débuscable, repérable dès le démarrage. Tu vois, et à la manière d'un sales, en fait, je leur pose des questions pour que eux-mêmes comprennent d'où vient en fait le manquement, on va dire. Et voilà. Et puis il y a tout un mythe autour de la questiologie, de tout ça. Là, il y a plein de gens, ils sont en intellectuel là-dessus. Moi, je pense que il y a plein de gens qui ont oublié que le sales, c'était quand même avoir une discussion hyper sincère et honnête, tu vois. Et il y a plein de gens qui veulent des techniques. Je sais pas si ça pourrait faire partie des trucs que dont vous voudriez parler, mais tu vois, moi, vu qu'ils veulent des techniques de closing, ils ont oublié qu'en fait, il fallait juste parler avec un prospect. Est-ce qu'il y a un besoin, pas un besoin, un retour aux bases, quoi, en fait, au final. Mais est-ce que ça, c'est pas parce que toi, ces techniques-là, elles sont devenues aussi automatiques, tu vois? C'est-à-dire que t'intellectualises plus du tout ce que tu es en train de faire. Enfin, c'est le Dunning-Kruger, tu vois. C'est je ne sais plus que je sais, en gros. Ouais, Est-ce que toi, parce que c'est devenu un espèce de réflexe de pilote automatique aussi, d'avoir une discussion, on se rend pas compte de la complexité que ça peut être pour certaines personnes de garder en tête qu'ils doivent vendre un truc tout en restant naturel, ouais. avec des Et- enjeux financiers, à discuter avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, où il y a une espèce de rapport de force, tu vois, qui peut être inversé et ainsi de suite. Nous, ça nous paraît naturel, tu vois, d'avoir cette fameuse discussion avec quelqu'un. ouais, Mais quand tu viens l'intellectualiser un petit peu, et t'es obligé avant d'aller dans l'école, parce que ceux qui intellectualisent zéro et qui se disent non mais moi, justement, je freestyle, t'inquiète, j'ai un bon relationnel, je vais vendre, on sait comment ça finit. Et l'autre qui intellectualise tout, qui réfléchit à la question d'après, ben lui, il est plus du tout dans le moment présent et du coup, il pose toujours les questions à côté. Bah, c'est très vrai ce que tu dis. Moi, ce que j'explique à mes coachés, c'est que le sales, à mon sens, c'est une formule mathématique. Tu sais, pour sortir du c'est de la tchatch, j'ai du E égale M6. relationnel. Hein? E égale M6. Ouais, McLesgy ou McDonald's, j'ai fait mon choix. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais juste pour rester là-dessus, pour info, je mange pas de Big Mac. Mais bon, on va passer à autre chose. Ouais, Et, merde pas. et ouais, mais juste pour vous dire, la formule mathématique qu'est le sales, moi j'explique souvent que en gros ton histoire de ça devient naturel, c'est quand la formule elle se voit plus, que tu as réussi à faire ta découverte parfaitement, ton pitch, ta gestion des objections. Mais en fait, c'est pas grave si la formule elle se voit. C'est un peu ce que je dis aux élèves néophytes, c'est de dire tant que déjà tu es dans le texte et ce que tu dis est juste, bah en fait, c'est pas grave de l'appliquer.
C'est juste ça que je leur explique. Après, avoir une discussion, et c'est là où je suis peut-être dur, mais j'ai l'impression que nos standards ont juste ultra diminué, mais dans tous les pans de notre société, et ça s'applique aux sales. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, avoir une discussion, pour moi, ça devrait être le basico-basique de l'être humain. Tu vois, et je vois là en ce moment, alors je divague complet, et tu vois, je parlais avec un pote de tout le monde qui met son Irox réalisé, son marathon fait. Et tu sais, l'Irox en 2h15, mais t'es nul, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ton marathon en 4h40, bah non, tu l'affiches pas en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, les standards des gens ont baissé. Et donc, du coup, bah maintenant, juste de faire les choses, ça suffit. Non, viens, et en sales, je le répète, viens, on a une discussion propre, basique, on part du démarrage. Les gens partent du principe que j'ai essayé, vas-y, c'est bon. Ouais, Non, non, non. t'as raison. Philosophiquement, on a déplacé la victoire n'est plus de sortir du lot, mais d'y entrer. Non, exactement. C'est-à-dire, je J'ai fait un montre que je fais marathon, partie. j'ai fait un Non, mais c'est marathon, ouf, j'ai hein. marché Non, mais 5 t'as heures. raison, t'as raison. J'ai marché 5 heures. Bah, frérot, Est-ce que ton message bravo. subliminal de dire quand tu fais 2h15 l'Aerox, il faut pas l'afficher est adressé à Augustin Tonnel ou ça n'a rien à voir? Ce chacal, De il fait mémoire, c'est à 50. peu près ça, ces temps, non? Il fait En Une heure. 55 Non, minutes. je sais plus. Qu'est-ce que tu- Non, En non, en 2,15, lui, il a plaisante, fait, mon Gus. il a fait deux Irox en 2,15. ouais. Mais Et moi, il a Ça, lui, déjà- fait il a deux déjà Aerox en fumé. 2h15. Et il a déjà allumé la clope et tout, donc en 2,15. mais tu vois, juste sur du coup, les croyances, c'est que les gens ils veulent des techniques, des trucs, des machins, mais fais déjà les basiques et après on va mettre une story Instagram, en gros, quoi. Tu vois? Ouais. Donc voilà. C'était un poil long, désolé Jules, mais tu m'as alimenté, ça me. Mais moi, je ne suis personne, hein, vous en êtes un autre, monsieur. Ah, Il n'y a aucun j'adore. problème. Il n'y a J'adore. aucun, il y a aucun problème. Basilux. Oui, vous allez bien? Donc Oui. c'est un podcast, Non, c'est ça? Non, mais tu vas être super. C'est un duplex. Mathieu Stéphanie, non? Vous êtes Mathieu Stéphanie, je vous remets. Mathieu Stéphanie. Non, Génération, mais fais-toi toi-même. Pardon. j'essaye de trouver une réponse qui va pas être trop dans l'écho de ce que vient de dire Jed, mais qui est évidemment fondamentale dans tous les coachs, enfin tous les gens qui accompagnent d'un point de vue commercial, que ce soit des équipes, que ce soit des individus, des head-off, des machins, on a un peu tous cette vision-là. Non, il y a un truc qui est encore plus dans le fondamental, mais qui est plus d'un point de vue concept, modèle mental, qui, en fait, je vais pas dire que je la retrouve chez tous les gens que j'accompagne, c'est pas vrai. Par contre, c'est plus tu sais, c'est un peu comme du gras ou du sucre. On en a tous un peu dans le sang alors qu'on devrait pas, ou en tout cas dans l'organisme. Et c'est à quel point ton taux faible ou élevé de ce truc problématique empiète sur ton jeu. Par exemple, si tu sais qu'un mec il est à 10% de masse grasse, t'as qu'après ou en dessous, tu sais que c'est quelqu'un d'athlétique ou en très mauvaise santé. Bah là, c'est un peu ça vers là où je tends, c'est de trouver c'est quoi ce truc-là qu'on a un peu tous, un peu en nous, mais plus tu as appris à le dominer et à le faire presque disparaître, plus tu es un sales à peu près viable. Et pour moi, ça peut être l'idée fausse, mais qui est une croyance vraiment harnachée vraiment aux tripes de la plupart des débutants, c'est que c'est le vendeur qui fait la vente. En fait. C'est l'idée que la vente, c'est le fait d'être un vendeur en exercice sur un prospect et non la conséquence d'un échange entre un commercial et un prospect. C'est le vendeur qui est l'auteur de la vente, qui est à l'origine de la vente et qui donc passe à côté de la réalisation qu'il s'agit juste d'un contexte, d'un alignement, quoi. Grosso modo, c'est un alignement, une vente. Évidemment, s'il n'y a pas de vendeur dans la plupart des sujets, notamment dans le B2B et dans des industries qui peuvent donner lieu à des produits plutôt chers, des trucs qui vont pas se vendre en un clic à 200 balles sur Darty, ça tu te fais pas chier avec un vendeur. Par contre, quand tu sors un accompagnement à 20K, même si tu le payes en 10 fois, il faut quand même que tu discutes avec quelqu'un avant. Et la croyance que c'est le vendeur qui fait la vente, elle détruit la vente, dans tous les sens du terme, parce qu'elle rend performatif les mauvais trucs. C'est-à-dire que si c'est le vendeur qui fait la vente, alors s'il n'y a pas de vente, c'est que le vendeur n'est pas bon. Donc on va pas regarder ce qui n'allait pas dans le deal. Si on se met dans l'exercice post-mortem, on va pas regarder ce qui n'allait pas dans le deal, dans peut-être le tempo, le timing, les besoins découverts ou non. On va regarder ce que le vendeur n'a pas bien fait en théorie. Sauf que le vendeur, même si, imaginons, c'est un joueur de Ligue 1, c'est pas le plus haut de tous les plus hauts des vendeurs. Donc de toute façon, son jeu, il a jamais été parfait, il le sera jamais. Donc on peut toujours trouver des trucs en le regardant lui, mais on fera avancer beaucoup plus vite la boîte, beaucoup plus vite le pôle commercial de la boîte et l'acumen, le karaté commercial de la boîte en regardant
les ingrédients qui manquaient, les encoches qui ont été ratées, les informations qui n'ont pas été couvertes ou qui ont été supposées ou qui ont été mal comprises, en faisant post-mortem surtout du deal et pas du commercial. Oui, le commercial, il vient avec un lot de compétences qui doivent être plus ou moins aiguisées et qui doivent se développer. S'il est nul, s'il est con, s'il ne sait pas parler, s'il ne sait pas poser une question et faire un devis, ça va être compliqué de vendre. Mais l'idée que c'est lui qui fait la vente, c'est aberrant. Et ça, c'est un truc... c'est dur de l'enlever des esprits, des jeunes qui commencent ou pas. Et en général, moi, je les compare à leurs collègues ou à leurs managers. Si c'est lui ou toi ou un tel qui fait la vente, ça veut dire que si ça avait été quelqu'un d'autre, en théorie, ça n'aurait pas eu autant de chances de closer ou ça n'aurait pas closé, tu vois. Et ils ont du mal à accepter qu'ils sont complètement interchangeables. Les commerciaux sont complètement interchangeables, en fait. Si tu as une équipe de vente qui est correctement recrutée et correctement formée, normalement, les commerciaux sont interchangeables. Après, oui, il y a des affinités. Un mec qui vient de la grande distribution, si tu le mets en face de prospects qui sont de plus ou moins loin, liés à ce domaine, il va avoir des affinités que les autres n'ont pas. Mais il doit être en mesure de mener le deal comme n'importe lequel de ses collègues de cette entreprise. Voilà les gars, j'ai terminé cette info. C'est pas le vendeur qui fait la vente, c'est l'astrologie, comme tout le monde le sait. Mais c'est surtout rappeler à tous les débutants que je sais pas comment. J'essaie de trouver une métaphore un peu d'un autre métier ou d'un autre truc qui est beaucoup plus évident à saisir pour les gens, pour qu'ils se mettent dans la bonne. C'est pas le guide. C'est pas le guide qui fait le. C'est un peu compliqué ce que je veux dire, mais c'est pas le guide qui fait l'itinéraire, c'est pas le guide qui fait la montagne. Tu vois. Lui, il va juste t'emmener. Mais oui, il le connaît. Oui, il le connaît 50 000 fois de mieux que toi. C'est son taf de le connaître. Il fait que ça, le mec. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Tu vois. Et c'est pas parce que tu te casses la jambe au milieu du chemin, parce qu'il y a un éboulement, parce que finalement une des branches de chemin est barrée ou que vous tombez sur un putain de grizzly de 3 tonnes et bon, fin du game pour vous, que c'est un mauvais guide. Enfin, peut-être que si, mais vous voyez ce que je veux dire. Le guide, il est là pour faire son job de guide, mais il n'est qu'un caractère, il n'est qu'un, entre guillemets, un personnage dans ce livre qu'est la balade que tu vas faire en Corse, comme la vente, enfin le moment de la vente entre un individu achetant et un individu vendant, c'est juste une petite histoire. Et chacun a un rôle dans cette petite histoire. Et le rôle du vendeur, il est beaucoup moins important dans la conséquence in fine que ce qu'on pense. Et ça, c'est les imageries un peu cinémato, tu vois, genre le Loup Wall Street et toutes les conneries qui vous font croire que vendre, c'est rentrer une clé de bras intellectuelle à un mec en lui racontant des conneries ou comme tu disais avec la technique. Alors, là, je lui ai dit, est-ce que c'est une question de prix ou une question de valeur? Tu vas voir, il va signer. Frérot, si c'était ça le business, gros, on serait tous les trois là, on serait milliardaires. Tu vois, trop cher par rapport à quoi? Oui, c'est trop cher. Et non, d'abord, Jules, toujours commencer par. Ok, très bien, je comprends. Merci pour ta transparence. Ah putain. Voilà les amis. Trop cher. Donc en gros, si vous avez un grizzly sur votre visio, arrêtez tout. Hein. Faut vraiment changer d'head of sales. Ah ouais non. Ouais, changer d'head of sales. Mais messieurs, merci pour écoute, vos partages. Pour le coup, bonne soirée. Hein. Non mais pour le coup, c'est toujours un truc qui est intéressant, je trouve, à entendre les fausses croyances parce que tu peux pas, enfin, par définition, les fausses croyances, c'est que des trucs que tu as avant d'être confronté. Donc, de déboulonner ces fausses croyances avant que les personnes y soient confrontées, ça ne peut que les aider et que débloquer des blocages mentaux, parce qu'on en voit des 1000 et des 100, tu vois, tout le temps, des blocages qui n'ont aucun sens, qui sont juste des peurs de l'inconnu, des peurs de la vente, parce que c'est un métier de live, c'est un métier de direct et que oui, c'est un métier compliqué, mais qu'il ne faut pas non plus en faire tout un plat et que vous allez beaucoup plus progresser de toute façon par la volumétrie, la qualité, la quantité de ce que vous allez faire et que votre quantité amènera de la qualité au fur et à mesure si vous vous posez les bonnes questions derrière. On va clôturer cette entrée et on va directement passer au plat. Boîte de service sous agent IA, est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est une lubie aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà, sans qu'on soit des boîtes de service à proprement parler, mais on est quand même vous êtes dans les métiers de l'accompagnement, vous avez fait du coaching, vous faites du service de près ou de loin. Est-ce que déjà vous avez réussi à intégrer l'IA et est-ce que ça a vraiment eu un changement dans votre manière de faire? Est-ce que ça a décuplé soit les résultats, soit réduit drastiquement le temps que vous y passiez avant? Ou est-ce que c'est une lubie complète qui est inspirée sur ce début de débat? Allez, son père, on va passer au dessert. Non. Moi, je veux bien en parler. Alors,
moi, j'ai la particularité, ou du coup la non-particularité d'être tout seul. Donc, boîte de service, c'est une boîte de coaching que je propose, Ouais. d'accompagnement. Euh, Moi, l'IA fait partie intégrante de mon job aujourd'hui. Et je pense objectivement que ma productivité, alors j'aime pas les gens qui sortent des chiffres comme ça, mais elle a été démultipliée grâce à l'IA aujourd'hui sur des aspects qui sont très très précis, à savoir, moi j'ai un petit agent IA, des petits GPT qui tournent, donc je suis pas le monstre du truc, mais j'ai des agents IA qui m'aident dès que mes coachings sont terminés, il y a le transcript qui part et qui m'analyse la qualité du coaching que je viens de faire. Idée qui m'a été donnée par un certain Jules sans le savoir. Je connais pas. Ouais, qui un jour avait passé un de mes coachings à la moulinette et je m'étais dit, mais en fait, c'est une super idée de faire ça pour réévaluer la qualité des coachings perso. Donc déjà, rien que ça. L'IA, en fait, on dit sous agent IA, moi, à mon petit niveau, j'irai pas jusque-là, mais dans la création de contenu, moi, par exemple, ça m'aide énormément aujourd'hui. Après, si on doit parler de boîtes de services type Scalesia ou autre, moi, j'ai l'impression que la tendance, et c'est quand je discute avec plein de… j'étais avec Basile à Bordeaux il y a, je sais plus, il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Mhm. Quand tu discutes avec les quelques fondateurs ou les head of sales, les mecs, ils sont dans des boîtes où il y a écrit .io, .ia, donc c'est quand même le cœur de leur métier. Hein. C'est vrai. Voilà, io, ia, voilà, j'ai rien dit d'autre. Mais une fois que tu dis ça, tu leur dis alors, c'est quoi non, mais tu sais, c'est quoi tes projections? Vous embauchez? Ah non, nous, on veut le moins de personnes possible. Donc moi, ce que je mets derrière cette histoire d'agent IA, c'est un peu le modèle d'avant, tu sais, où tu faisais de la croissance de manière assez proportionnelle à tes ressources humaines. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc pour moi, c'est une opportunité de malade pour plein de gens, mais c'est une nouvelle vision quand même de la croissance, ces agents IA, quoi. Ben, faire de la croissance à échelle proportionnelle, c'est la définition de la croissance. On en parlait dans un post il n'y a pas longtemps. Sinon, c'est du scale. Si tes ressources restent les mêmes et que tu fais de la croissance, c'est du passage à échelle et donc c'est du scale. Donc si c'est proportionnel, de toute manière, c'est différent. Et il y a Y Combinator qui a sorti justement un article là sur ces sujets-là, et c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui sur cette partie. C'est que en gros, Y Combinator, pendant des années, s'intéressait plutôt aux projets tech et ainsi de suite, parce que c'est là où il y avait la scalabilité. Et en tant que fonds d'investissement, forcément, ce qu'ils vont rechercher, c'est des multiples. Donc, comment tu vas faire des multiples, aussi rentables soient-ils, sur une agence? Tu l'avais pas. Et là, petit à petit, ils commencent à s'intéresser justement aux boîtes de services, parce qu'ils appellent ces nouvelles agences dopées à l'IA, où on va pouvoir aller chercher l'escalabilité, non pas juste des petits trucs incrémentaux, tu vois, tiens, je suis passé de 40 à 50% de marge, mais vraiment une scalabilité sur du service où tu vas faire x10, x20 sur ton revenu per capita, c'est-à-dire des boîtes qui vont pouvoir faire des 10, 15, 20 millions avec 10 personnes à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est un des premiers trucs, tu vois, sur cette force-là. Et pour comme ça, tu précises pour les gens, parce qu'aujourd'hui, le modèle agence, parce qu'il faut quand même partir d'une petite définition de départ, c'est qu'on partait du principe que le modèle agence, tu fais ton premier million, c'est bien, tes 5 premiers millions, bravo, c'est stylé, mais c'est très dur d'aller chercher des scores de SaaS, des scores de licorne, etc. quoi. Non, mais des scores de SaaS, je t'en parle même pas, parce que déjà, je me serais déjà le bravo. Déjà, tu fais 5 millions avec une agence. Pour moi, c'est déjà exceptionnel. Plus que bravo, tu vois, parce que en fait, le SaaS, faut savoir que les merdes, tu les as au début. L'agence, les merdes, tu les as après. En gros, quand tu fais du SaaS, tu vas développer une tech, ça va te prendre du temps, tu as des gros coûts d'investissement, tu as besoin de ressources, tu as besoin de temps. Et du coup, tu mets du temps à sortir la tête de l'eau. Par contre, une fois que tu as sorti de la tête de l'eau, de toute façon, toi, tes gros coûts, tu les as eu au départ. Donc, tu as des économies d'échelle qui sont possibles. Donc, la plupart, ce qui fait que 90% des SaaS ne sortent jamais la tête de l'eau. Et je dis 90%, c'est peut-être 99%. À l'inverse, sur du service, tout le monde peut prendre son ordi, son téléphone, son stylo et faire 10-15 000 euros. Mais quand tu fais 10-15 000 euros et que tu es tout seul et que tu fais de la prestation de service, c'est pas là où tu as les problèmes. Par contre, quand tu veux avoir une scalabilité, la scalabilité de l'époque, en tout cas sur de l'agence, et ça l'est encore toujours, c'est de l'humain. Sauf que l'humain, c'est vivant. Et quand c'est vivant, ça bouge. Quand tu les mets c'est vivant unitairement. Un humain est vivant et c'est déjà compliqué parfois à gérer. Mais quand tu les mets en plus ensemble, il y a des frictions, tu vois, qui se passent. Et donc, il peut se passer plein de choses qui vont faire que ça va créer énormément de complexité.
La force maintenant des agents IA, au-delà de baisser les marges et donc baisser le nombre d'humains, donc baisser la gestion et augmenter le niveau de production, c'est-à-dire ce que tu peux produire pour une seule personne, il y a aussi, on en parlait juste avant avec Basile, la standardisation de la qualité. C'est-à-dire que une IA, une fois qu'elle est promptée, une fois que tu as ton truc, etc., et si tu lui donnes le bon input, globalement, ça va sortir de manière standard. Mais à l'époque, on n'arrivait pas à standardiser de l'intellect. On allait standardiser des process de fabrication, on allait standardiser des boulons, on allait standardiser du physique, du produit. On arrivait à passer à échelle. Ça, c'était l'usinage de l'agence. La révolution industrielle, en gros, qu'on a eue du XXe siècle. On est en train, avec l'IA, de la vivre avec le service. En fait, c'est plus la révolution industrielle, c'est la révolution du service. C'est-à-dire qu'on arrive à industrialiser du savoir, ce qui n'était pas, et de la production neuronale, en gros, ce qu'on avait du mal ou ce qu'on n'arrivait pas à faire à l'époque. Et donc ça, la vraie révolution est là-dessus. Et elle n'est pas que sur la baisse des coûts et des marges, mais elle est sur l'amélioration et la standardisation de la qualité, plus le deuxième truc dont je voulais parler, c'était la valorisation de l'agence. Si tu veux valoriser une agence, tu parlais d'une agence qui fait 5-10 millions, 20, 30 millions. Ça, c'est énorme. Étant donné que tu n'as pas de produit de physique, tu n'as pas d'outils de production à proprement parler, tu n'as pas forcément de locaux, mais si tu valorises tes locaux, tu fais du foncier, point barre, c'est pas ton agence. Tu peux valoriser une brand, mais c'est quoi tout ça? Comme il n'y a que du vent. C'est les humains qu'il y a dedans que tu valorises, c'est les process. Quand tu vends ton agence, tu vends les process. Sauf que si les gens se barrent, ben, ils partent avec les process, ils partent avec la matière grise, ils partent avec ce savoir-faire si tu as un consultant qui est là depuis 10 ans. Par contre, si tu as entraîné une IA, si tu as entraîné des GPT, des agents, peu importe, qui lui-même va monter en compétence automatiquement parce que plus tu vas lui en donner, plus il va rester, et ben en fait, tu gardes ce savoir-faire en interne, peu importe l'utilisateur de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une vraie force aussi dans la valorisation du service et dans la valorisation des agences. Parce que c'est terminé ce truc de quelqu'un se barre, il se barre avec le savoir, il se barre avec le portefeuille, il se barre avec l'historique. Non, au contraire, l'humain va être au service de la montée en compétence de l'IA qui elle-même va rester. Et donc finalement, tes process en fait se transforment dans de l'IA. Voilà. Mais ça vient renforcer ce que disait Basile sur le côté interchangeable des gens quand même, mine de rien. Tu vois, et qu'on va là-dessus sur énormément de jobs. Tu vois. Rappelle-moi, Basile, qui... Ça me parle vaguement, je ne mettrai pas un visage. Je ne mettrai pas un visage sur la personne. Finale de l'OM 80. Bon, bref. Ah oui, d'accord. Okay. Basile Boli. Allez, Basile, à toi. Moi, je suis assez d'accord, évidemment, avec tout ce qui vient d'être dit. Je suis pas je suis pas le gars le plus hypé par l'IA. Alors, c'est une phrase complètement conne, parce que ça veut strictement rien dire, mais dans nos domaines. Je suis vraiment pas le gars le plus hypé par l'IA dans nos domaines. L'IA, elle a une vertu qu'on lui a pas vraiment identifiée, c'est qu'elle permet de détecter un peu les cons. Je sais pas si vous avez... pas les cons dans le sens... Enfin, c'est pas un jugement de valeur intellectuelle, mais c'est des gens qui sont prêts à lâcher les rênes de trucs qui sont en train de faire marcher parfois depuis plusieurs années, voire décennies, qui sont prêts à quasiment à tout péter autour d'eux parce qu'il y a une nouvelle tendance que la doxa a adoptée comme étant un dragon incontournable. Moi, c'est un truc qui me déçoit d'une force assez monumentale. En revanche, ça m'empêche pas d'en comprendre les raisons. Okay, il y a un FOMO, il y a un truc de... Mais je parle bien dans notre niche, dans notre petite bulle. Hein, donc entrepreneuriat, sales français, génétiquement très B2B. Tu vois, donc c'est quand même petit, mine de rien. On a l'impression, parce que nous, on vit dedans, que tout le monde est dans le B2B, tout le monde est dans l'entrepreneuriat, tout le monde est dans le business, tout le monde est dans le sales en France, parce qu'on est dans une bulle, en fait. Mais tu fais 200 mètres à Sartrouville, pas loin de chez moi, tu trouveras pas un sales B2B dans la rue, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais cet effet bulle, il nous donne un deuxième effet, et c'est un petit message que je fais passer à tous nos confrères LinkedIn et compagnie, c'est que si vous entendez autant parler de l'IA, c'est pas parce que l'IA est aussi incroyable. Évidemment que c'est incroyable. C'est une innovation technique que t'es pas capable d'expliquer. Donc de toute façon, évidemment que c'est incroyable, tu vois. Mais c'est pas le fait que vous entendiez parler IA matin, midi, soir, dans à peu près
tous les interstices de votre quotidien, c'est parce que vous êtes dans cette bulle et au sein de cette bulle vit une catégorie parasitaire extrêmement volumique en termes d'effectifs, de gens qui sautent sur la moindre tendance, le moindre truc fancy, le moindre truc brillant, pour faire de la formation, pour faire du décryptage, pour faire de la vulgarisation, pour faire du contenu, pour pas se placer en tant que référent. Demain, l'IA, finalement, c'est de la merde. Finalement, les quelques mecs qui disaient que c'était une bulle ont raison, ça éclate et ça tombe. Et c'est les timbres postaux de collection qui deviennent le truc qui va faire exploser le business, les cartes graphiques et les bitcoins. Tu verras que les mêmes mecs qui te parlaient d'IA aujourd'hui, ils vont te parler de timbres poste. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas d'autres trucs plus ridicules. Donc, j'aimerais que les gens qui sont à deux doigts de cramer leur boîte en se disant je vais tout foutre sous IA, Martine, 52 ans, qui m'a donné 24 ans de sa vie pour m'aider à monter ce projet qui tient encore debout aujourd'hui, qui est une belle PME française, et Dieu sait que c'est compliqué d'amener une PME à un stade de longévité, de rentabilité, on sait de quoi on parle. Tiens, si cette Martine-là, je faisais pas en sorte de niquer sa vie en lui imposant quelques mois d'utiliser des outils qu'elle va jamais utiliser, et la situation aboutira à une friction qui générera certainement un départ ou une séparation, tu vois, et je m'empresserai de la remplacer par un petit jeune de 22 ans que je paierai au lance-pierre, parce qu'en réalité c'est pour ça que j'embauche des jeunes de 22 ans, que je foutrais avec une IA que je paye 25 $ en pensant que je paye le cœur d'Iron Man, alors vous vous rendez compte de ce que vous payez avec 25 balles, vous payez rien, je veux dire, donc, j'aimerais juste que les gens relativisent un peu leur rapport à l'IA quand ils le regardent, je parle pas dans leur vie privée, dans leur monde, dans leur machin, à travers leur boîte, quand c'est leur boîte. C'est-à-dire que ce que vous avez créé, oui, il y en a, ils sont encore un peu débutants, mais c'est d'une difficulté énorme, les gars. Genre, prenez-en soin, et c'est pas parce que maintenant il y a de l'IA qu'il faut que d'un coup vous vous disiez, est-ce que je suis pas un énorme, je vais rester poli, flanc, si demain ma boîte tourne pas à 95% grâce au modèle d'IA disponible. Sachez que ce que vous ferez aujourd'hui dans l'IA, dans 2 semaines, en théorie, ça tiendra plus. Dans 4 semaines, il y aura des nouveaux trucs. Dans 6 semaines, il y aura encore et encore et encore autre chose. Et ça, c'est pas parce que vous êtes en retard ou parce que vous êtes mauvais, c'est parce que ça va très vite. Donc, intéressez-vous à l'IA, comme le disait Jules, suggérez des insertions d'IA au support, au renfort d'actions pour l'instant menées par des hommes à faible valeur ajoutée. Je parle des actions, pas des hommes. Évidemment, si vous pouvez remplacer n'importe quel humain à faible valeur ajoutée sans ruiner une vie et sans que ça fragilise votre structure, faites-le. Il n'y a aucune raison d'aller vous priver de certains points de marge pour faire bosser un humain inutile plutôt qu'une machine qui ferait extrêmement bien son travail, sauf si ça brise un foyer, une vie et que ça brise vos valeurs. Mais dans ce que suggèrent les propos de Jules et ce qu'on avait comme conversation avant l'enregistrement, c'est surtout commencer à aller chercher du confort, de l'amélioration uniforme et technique et surtout du désengagement humain de toutes les tâches qui ne nécessitent pas d'humain. Commencez par ça. Et après, petit à petit, il y aura certainement des terrains d'innovation, des terrains d'expression de l'IA qui outrepasseront juste le simple fait de venir un peu booster. Mais j'entends des mecs des fois qui me sortent des trucs, ils ont des boîtes qu'ils ont mis 4 ou 5 ans à monter à 3 ou 5 millions de CA avec des équipes en or, avec, tu sais, c'est toujours les mecs qui ont des chattes incroyables dans les profits qu'ils arrivent à recruter, les gens, etc. Et là, les mecs, ils te parlent de te foutre de l'IA partout, de couper 25% ou 30% de leur équipe parce que tu comprends, le modèle, il est capable d'eux, alors qu'ils n'ont jamais testé ce dont ils parlent, tu vois. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Je dis pas qu'il faut pas laisser l'IA rentrer dans nos structures. Je dis que faire rentrer l'IA dans nos structures sans être putain de foutu capable d'expliquer ce qu'est un LLM en 3 phrases à quelqu'un, c'est exactement faire rentrer une créature non identifiée que vous avez découvert à la plage en Australie, qui a des chicots dans tous les sens, qui crache des rayons laser, mais que vous trouvez sympathique et mignonne chez vous. Parce que le soir, quand elle va dévorer tout le monde, mon pote, vous allez être le gars responsable d'avoir fait rentrer ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'IA, nous, simples mortels, et je parle de tous les golemons que vous voyez sur LinkedIn, y compris ceux qui se sont mis Xperia sur le front tout seuls en faisant coudre le badge par leur grand-mère, et certainement pas par l'IA, il n'y a pas un expert IA là-dedans, les gars. Sachez-le. Même le dernier prestataire que vous venez de payer pour faire un feat avec lui. Il n'y a pas d'experts IA là-dedans. Les experts IA, ils sont au MIT, ils sont dans la nouvelle boîte de Yann Lequin qui vient d'être montée, ils sont chez OpenAI, chez Anthropic, etc. Ils ne sont pas sur LinkedIn. Donc, avant d'avoir le niveau d'exigence analytique d'un expert IA pour décider est-ce que je mets de l'IA dans ma boîte, familiarisez-vous avec, comme on a demandé aux gens qui étaient dans notre cas de figure à l'époque d'Internet, de se familiariser avec Internet. Pas d'un coup transformer une boîte comme Decathlon en boîte 100% online. Ok ? Familiarisez-vous. Faites des petits trucs avec de l'IA. Ou alors, comme tu disais Jules dans notre conversation, c'est des projets internes.
100% IA ou avec vachement d'IA, etc. Ça, c'est bien. Mais Ouais, ne des fragilisez pas un bateau que vous avez mis des années à monter et excusez-moi, mais qui nourrissent peut-être des dizaines, voire des centaines de familles, y compris la vôtre, et qui a une valeur. Hein. Pensez à la valeur de votre boîte en temps réel, hein, que vous pouvez massacrer en prenant des décisions. Donc, je suis pas un anti-IA du tout, mais je suis un anti-connard qui se prend pour un expert IA en 2 semaines de lecture sur Internet. Est-ce que c'était trop long, Jules Gardère? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que Non, pas du tout. Alors, garde-en un peu parce que la cartouche, on va la mettre à la fin. Je suis énervé, là, putain. Il nous mord les séquences. Il peut pas s'empêcher de nous mettre le petit tour de poing. Bon, si vous êtes expert sur LinkedIn, hein, et que venez vous me avez faire un mis, devis. Envoyez-moi vos devis, les experts IA LinkedIn. Surtout. certifié en IA. Et d'ailleurs, j'en profite. Hein, pensez à nous mettre un petit like, à vous abonner là si c'est pas encore fait. On va publier un épisode tous les mardis. À faire mettre un like par votre robot IA. On prend les deux. Voilà. Si vous avez des robots IA, soyez utiles à minima. Et donc, mettez un commentaire, mettez un like, ça nous aide pas mal quand même pour le référencement. Étant donné qu'on va que sur des sujets sensibles, que c'est plein de gros mots, que c'est plein de maladies qu'on n'a pas le droit de dire à l'intérieur du podcast, l'algorithme ne nous pousse pas toujours. Donc, si vous voulez garder ce bar tabac et le faire découvrir à d'autres personnes, n'hésitez pas à nous mettre un like, un commentaire, à nous dire s'il y a des sujets aussi que vous voulez qu'on vienne adresser. Et on va essayer de sortir de manière beaucoup plus régulière, non pas parce qu'on en sort maintenant toutes les 2 semaines, vous avez compris, mais peut-être tous les mardis qu'on se donne un rendez-vous aussi pour que vous aussi vous puissiez vous repérer sur les sorties des Power Sales. Ça pourra nous aider. Et donc très clair sur ce que tu viens de dire. Forcément, t'apportes aussi une dimension plus humaine au débat de l'IA. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant à l'intérieur de ça, c'est l'ADN aussi. C'est-à-dire l'ADN de la boîte. C'est un peu comme il y en a pour qui c'est fait, en tout cas dans la transformation, il y en a pour qui c'est pas fait. Comme quand on a eu le Covid et que tout le monde a dit le futur du travail, c'est le remote. D'accord, mais si ça fait 20 ans que vous avez des équipes en fait et que vous avez recruté des équipes qui, elles, sont contentes de se retrouver en physique dans le bureau et que toute l'ADN de votre boîte, c'était de se retrouver justement et tout l'essence même qui faisait le charme de la boîte que vous aviez au départ, c'était ça. C'est pas parce que d'un coup, il y a eu quelque chose qui vous pousse dans un confinement et ainsi de suite que derrière, toute la boîte doit être en remote et ainsi de suite. Il y a des ADN aussi en fonction des boîtes. Et donc, il y a des boîtes où ça peut surprendre davantage, enfin plus que d'autres. Donc, il y a utiliser l'IA, ce qui est normal et comme tout le monde essaye de le faire comme un outil et c'est bien de l'intégrer petit à petit. Et après, il y a aller transformer toute une boîte, effectivement, à intégrer des l'IA à droite à gauche. Mais ça, il y a plein de stades à l'intérieur de tout ça. Il y a un autre truc aussi à l'intérieur de l'IA, c'est les gens ont l'impression que l'IA va être un nouveau super pouvoir et que ça va leur permettre de faire des choses qu'ils ne faisaient pas. Au lieu de commencer par des choses que vous ne faisiez pas avant, commencez déjà par essayer d'améliorer des choses que vous étiez déjà en train de faire. C'est pas un nouveau super pouvoir. C'est-à-dire si vous n'aviez pas de résultats et que vous essayez de mettre de l'IA sur un truc sur lequel vous n'aviez pas de résultats, ça va pas décupler vos résultats. Ça va vous permettre de gagner du temps, de faire peut-être un petit peu mieux, d'aller peut-être un petit peu plus vite, mais tester les choses d'abord humainement. C'est comme avec la prospection automatisée. Quand on a eu l'automatisation qui est arrivée, tout le monde voulait tout automatiser. Mais si tu fais x100 sur un truc qui faisait 0, ça fait toujours 0. Donc si tes copies sur LinkedIn, elles sont toujours pourries, si toi-même, à la mano, en gérant des conversations à la main ou en rédigeant des mails à la main, tu n'arrives pas à avoir des rendez-vous, c'est pas parce que tu vas mettre l'Emlist ou Alaxi ou je sais pas quoi que d'un coup, tu vas te mettre à avoir des rendez-vous. Tu vas juste avoir un multiplicateur de ce que tu faisais déjà. J'allais dire, c'est un coefficient, l'IA. C'est-à-dire que un facteur multiplié. Non, mais c'est ça. Tu multiplies la merde par 1000. C'est AX. Sauf que le X, il existe toujours, tu vois. Donc. Il vient de dire un truc, je sais pas. Enfin, ça m'a fait percuter qu'il y a un risque d'inception dans l'IA de ouf. Genre, l'inception. Tu sais, l'effet poupée russe. Will Smith. Allez, pose ton arme. Après ça, recule-toi. Et file-moi un paquet de chewing-gum au fruit de la passion. L'autre, Francis moins Huster, noir ouais. et plus les cheveux longs. C'est ça, Allez. Inception. La petite rubrique raciste. Voilà. Vous voyez de quoi je parle. Le film avec Jean-Pascal Zadi de Claude Lelouch. Donc, là, il vient de dire un truc, ça m'a fait bugger. Il a dit ouais, ça sert à rien, vous savez, donc exactement, hein, on est tous d'accord, vous savez pas faire de la prospection, commencez peut-être pas par faire la prospection de votre boîte, votre pseudo-projet de vie, par un outil. Mais là, t'as dit un truc de ouf qui m'a fait bugger.
commencez pas à mettre un lemlist, etc. Et là, j'ai failli interjecter en disant qui en plus n'est pas un putain d'outil d'IA, mais un outil boosté à l'IA. Pas un modèle d'IA qui n'est pas le modèle d'IA de lemlist. Et là, je me suis dit, mais attends, gros, imagine que lemlist sous-traite son apport technique IA à un prestataire qui n'est pas le modèle d'origine. Ça va arriver, ça, ces espèces d'intermédiarisation, je sais pas combien de pourcentage de l'économie mondiale est posé sur des middle guys, mais des middlemen, des intermédiaires qui ne produisent aucune valeur ajoutée, mais c'est démentiel. Et c'est-à-dire qu'un jour, on va avoir des mecs qui démarrent la prospection de leur boîte pour la première fois de leur vie, au lieu de juste prendre leur putain de téléphone, de poser leur lâcheté et d'assumer leur rêve d'être entrepreneur et de trouver des clients, qui vont passer par des outils non pas d'IA mais de prospection, qui sont boostés à l'IA par des intermédiaires qui ne sont pas les auteurs des modèles IA, qui eux sous-traitent de l'énergie et du calcul à des fournisseurs, etc. Vous voyez l'inception qu'il y a là-dedans, le niveau de l'IA qui arrive en fin de chaîne dans votre prospection de manchots techniques de LinkedIn, il est inexistant en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, tu vois. Enfin, qui tu connais, sincèrement les gars, entre nous, qui tu connais qui t'a bluffé avec une séquence qu'il a fait rédiger par un truc d'IA? Moi, je ne connais personne, frère. J'ai jamais vu de ma vie un truc qui m'a impressionné, qui a été poussé par de l'IA. Alors attention, c'est parce que les gens pensent que l'IA, c'est un outil qui devrait produire à notre place, ce qui est complètement faux. Moi, jamais je me permettrais de faire une séquence à de l'IA sans être derrière au cadre et sans retoucher. Et de toute façon, j'ai jamais réussi à faire un truc bien. Mais tu vois un peu le truc de « Ah, on veut plus travailler, on fait tout faire par l'IA. » Donc c'est eux tu vois le niveau qu'on va atteindre. Ce que tu dis, c'est que c'est pas un substitut à nous-mêmes, mais c'est là pour nous augmenter. Exactement. C'est un enhance dont on parle tout le temps. Un exhausteur, exactement. Ouais. C'est en français, exhausteur? Bah, exhausteur, mais c'est pas un mot qui trouve son emploi comme là on l'utilise. C'est plus, tu sais, exhausteur de goût, exhausteur de chaleur. C'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pousser un peu à grosse échelle, nous, on travaille sur plein de sujets tous les trois. Et quand on est, par exemple, dans de la création, il y a plein d'agences de création, les agences de com, de sites internet, de trucs. Parce que c'est ça aussi les boîtes de services aujourd'hui. J'ai mon agence web, j'ai mon truc. L'autre jour, je vous jure que je cite pas de blase, mais j'ai vu sur LinkedIn des gens d'agences web aller pinailler des gars qui disaient qu'aujourd'hui, en 30 minutes, ils te faisaient un site et que tu n'avais plus besoin de payer 5000 balles. Réponse de l'agence de com qui est de dire « Très bien, vas-y, tu vas m'appeler dans un mois parce que ton truc ne tient pas la route. » Et en fait, espèce de guéguerre, enfin, je sais pas comment dire, mais tu sais, des néophytes IA qui croient que tu as atteint un truc un peu stylé rapidement, que ça vaut le coup. Moi, la réalité, et ça vient un peu en écho de ce que disait Basile, moi, je trouve que le résultat, et c'est peut-être parce que je ne suis pas le meilleur utilisateur, mais du coup, je représente quand même la masse au plus grand nombre, bah, je trouve que le résultat donné par l'IA sur plein de choses n'est pas encore suffisamment ouf pour se dire Jed, j'ai envie de faire une miniature YouTube, on s'en parle souvent avec Basile, bim, je la fais en 2 secondes. Ah bah non mec, parce que le temps que je mets à remodifier ce qui a été fait, ce qui a été truc, ce qui a été machin, et bah souvent, c'est du temps où si j'avais mis mon jus de cerveau, j'aurais été un poil plus efficace dans de la création pur jus. Parce que pour moi, c'est pas soit tout, soit rien. En fait, les gens veulent que l'IA donne le produit fini. Mais la réalité, c'est que l'important n'est pas forcément le produit fini, mais ça va être ce que tu vas être capable de produire pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse produire un produit fini. Je te donne un exemple. Je m'en sers, moi, une fois qu'on a fini notre épisode, je m'en sers pour YouTube, je reprends le transcript et je me suis fait un custom GPT où j'envoie le transcript, ça vient me faire les cuts pour le montage, tu vois, à certains endroits. Si je dois briefer certains points pour le monteur, ça vient me donner 3 titres de vidéos YouTube et derrière, ça va me donner quelques éléments. C'est pas le produit fini que j'ai sous-traité à l'IA, tu vois. Par contre, ça m'a permis de sous-traiter une étape et déléguer une étape qui m'aurait pris je sais pas combien de temps, tu vois. Et pareil pour le brief, pour celui qui va me faire la minia derrière et ainsi de suite, qui lui très certainement aussi utilise de l'IA, mais spécifique à son truc. Et donc, on cherche toujours à faire... on part d'un truc et on croit qu'en 3 prompts, on va arriver à un script sales final qui va être excellent. Ou alors on essaye en 1 prompt d'avoir le truc parfait directement. Mais tu sais combien de temps ça peut prendre parfois pour avoir le produit fini que tu viens chercher pour aller travailler justement le bon prompt, le bon échange, la bonne discussion avant d'avoir quelque chose qui te satisfait. C'est ouf que tu dises ça, Jules, parce que la dernière fois, je me suis amusé à passer dans l'IA les scripts que j'avais pour du cold call que j'ai fait avec Basile.
Et Ouais. j'avais en amont demandé à l'IA de me sortir ce qui lui paraissait être le script parfait de Cold Call, tu sais. Et j'avais désactivé la mémoire pour pas qu'il y ait tout ça, etc. Et en fait, l'IA, au bout du compte, m'a dit, je te jure, j'ai fait comparer les deux scripts. Baz, je t'enverrai, j'ai une capture d'écran de ça, c'est assez lunaire, qui dit que le script qu'on avait bossé était beaucoup plus pertinent en probabilité de prendre un rendez-vous. Tu vois, au-delà de la qualité rédactionnelle, moi, je parle toujours de la probabilité que ça fonctionne. Tu vois. Et on peut en fait, expliquer. Non, vas-y, va au bout, va au bout. ouais. Non, Mais ce qui était fou, c'est que je me suis dit, comment on le fait le script? Bah, on s'est posé tous les deux. Alors, Basile a rédigé 80%, mais moi qui l'appliquais, c'était ah là, il y a ce petit bug là. Viens, on met notre intelligence collective Itération. et l'application et le terrain et le test, l'itération, tout simplement. T'as raison. Oui. Et en fait, c'est ouf parce que là, c'est l'humain, tu vois. Et l'IA, elle a pas testé le call pour moi. Elle n'a pas ressenti le gars de l'autre côté du tel. Donc, pareil, pas anti-IA du tout parce que en plus, sur les autres épisodes, je jouais le rôle de l'autre, là, le médecin là, qui dit que l'IA va remplacer tout le monde. Là. J'ai oublié Laurent son blaze. Alexandre. Ouais. Laurent Alexandre. J'ai fait son sosie. Donc, non. Disclaimer, maman, je ne suis pas pour supprimer toutes les caissières du monde. D'accord. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ah, mais les caissières, on les Mais embrasse. bon, ouais. C'est le métier de caissier qui est un autre sujet. Mais ouais. Mais bien sûr, exactement. Mais tu Donc, vois, mais sujet l'itération, hyper intéressant, c'est un truc que l'IA est capable de maîtriser seule. Mais pour l'instant, dans nos métiers, dans ce qu'on a besoin de faire, comme par exemple un script de call, bah, tant que t'es pas concerné, dans le sens, tant que t'es pas les deux mains dans le cambouis à passer des calls, explique-moi comment tu vas me pondre un script en 2 prompts et demi, alors que nous, on a aiguisé le nôtre comme des Shaolin pendant le volume que toi, tu t'es engrangé dans le museau en termes de call, de liste, de machin, c'est comme ça qu'on arrive à sculpter un truc parfait. Sauf si tu passes autant de temps sur le fait d'affûter justement ton script, ton prompt, pour derrière avoir un rendu final qui va être plus ou moins intéressant derrière. Mais- Après, encore une fois, il n'est intéressant si toi tu parles d'un script qui va être unitaire, effectivement, à partir du moment où plutôt que de passer 3 heures à essayer de trouver le bon pont pour créer un script et de l'autre côté passer 3 heures sur ton script face à une feuille et avoir le même résultat, il n'y a aucun intérêt à aller utiliser l'IA. Par contre, dans un objectif de rendement, je te prends l'exemple justement d'une agence qui va devoir avoir du rendement. Là où on voit que nous, on a réussi à intégrer quand même pour pas mal de clients et avoir des très très bons résultats sur des premiers jets. Derrière, ça ne veut pas dire qu'il y a Ah pas non, un bien sûr. contrôle qualité et ainsi de suite. Mais par contre, sur la création de premiers jets, en 2 heures, on peut avoir des premiers jets sur énormément de pans du business, là où des agences traditionnelles ou voire même d'anciennes agences ou l'ancien monde vont mettre 2 mois avec des mecs qui vont bosser sur le truc ou des nanas qui vont bosser sur le truc et qui vont bûcher et ainsi de suite. Et donc pour moi, c'est simplement, est-ce que tu utilises l'IA pour essayer de trouver un script comme ça et derrière tu vas pas t'as parlé pendant 3 heures pour avoir un rendu que tu vas perdre dans ta liste de prompts que tu as sur le côté, ou est-ce que derrière tu as une vocation à le réutiliser et donc ça vaut le coup de passer du temps sur un agent IA, de passer du temps sur la distribution d'un truc. C'est comme les mecs qui paramétraient des automatisations. Ils font un like plus commente. Ils ont 20 commentaires. Et les mecs, ils vont paramétrer une automatisation avec Phantom Buster pour automatiser la distribution du lead magnet sur 20 commentaires. Mais mec, distribue-les à la main tes 20 commentaires. Va pas faire une D'ailleurs, automatisation. Basile, il m'a été de très bon conseil pour la distribution. Moi, j'ai fait un lead magnet là, pour le script. J'ai trouvé un nouvel outil, les gars. Alors, c'est pas du tout une sponsor, rien du tout. Mais j'ai trouvé un outil qui respecte LinkedIn, qui fait que tu te fais pas ban et qui est hyper pertinent. Alors, il met sa vie à distribuer, mais tu peux suivre. Ça s'appelle Reactine. Je sais pas si Ouais. tu connais, Jules. Ouais, j'ai vu passer. Franchement, moi, je l'ai testé là. C'est surpuissant. Je sais que ça sort du truc, mais même sur d'autres applications que du lead magnet. Tu sais, aller voir qui a commenté à droite, à gauche et faire des trucs un peu stylés d'espionnage industriel. Avis à tous mes amis du KGB. KGB du Sales LinkedIn là qui se cache. Franchement, bête d'outil, mais voilà, aucun rapport. Et voilà, mais un sujet hyper intéressant. Et on n'est pas contre l'IA dans ce qu'on dit nous. Non, Loin de clair. là, moi c'est même plutôt Ouais, moi la philosophie qu'on va avoir là à l'échelle du groupe justement de Scalisia, c'est de bâtir des agences au fur et à mesure dans le groupe et des intégrés qui vont être plutôt dopés à l'IA
mais où le rôle de l'IA est clairement défini, le rôle de l'humain est clairement défini. Il Donc, annonce il est pas- il annonce un plan social sur un podcast. C'est pas beau? Ouais, c'est magnifique. Non, même pas, parce qu'en fait, c'est sur des agences qui sont pas encore forcément toujours existantes. Ouais. Donc, voilà, arrête de me mettre dans la merde. Mhm. Si tu essaies de me mettre dans la merde, c'est même Mais non, pas mais la parce peine. que dans nos peu de viewers, il y a énormément de gens de l'agence. Donc, tu vois, c'est... Rien à foutre. Commentez. Ouais. Si vous avez été Mais déjà Berg, licencié. t'as super bien bossé pendant toutes ces années. Merci. Ciao, Gros l'artiste. bisous. On t'embrasse. Non, bravo et merci pour tes bons et loyaux services. Non, parce que nous, de toute façon, c'est pas l'idée et de plus en plus d'ailleurs, je pense que les agences ou les boîtes de services vont être des trucs avec un haut niveau de QI en CDI interne, avec des personnes à très fortes compétences et haute valeur ajoutée ou relationnelle pour justement pouvoir gérer avec le client. Mais où derrière, en fait, au lieu d'avoir que des équipes opérationnelles ou des personnes à gérer, à recruter et ainsi de suite, tu auras quelques prestataires et des agents IA derrière qui vont pouvoir être tournés, mais qui seront pilotés par ces personnes-là qui assureront un contrôle qualité. Contrôle qualité que je trouve assez marrant aussi, étant donné qu'on sait que la qualité et la marge d'erreur d'une IA est plus faible qu'un humain, de manière générale. On en avait parlé pour les chirurgiens à l'époque, où on avait vu que sur une opération, l'IA avait moins d'erreurs finalement qu'un chirurgien. Donc ça veut Ouais. dire quoi? Le chirurgien qui va contrôler la qualité d'un truc qui a déjà moins de marge d'erreur que lui-même, tu vois. Et donc c'est là où c'est un peu... c'est là où il y a toute la complexité. Mais je pense qu'on gardera en fait simplement sur le relationnel et que tout le travail qui était très chiant quand même par moment, tu vois, de récolte derrière, d'agrégation, de travail de l'information, se perdra petit à petit, quoi. En tout cas pour de l'agence. Et on va, sauf si vous vouliez rebondir là-dessus, mais sinon on Baz, va il avait un clôturer. petit bémol. Non, il n'y avait pas un Non, petit non, bémol. non, j'ai pas envie de rentrer dans une autre dimension, mais c'était intéressant la phrase que tu as dit sur la marge Ah oui. d'erreur. En fait, c'est la phrase qui semble bonne de Mais en fait, un ouais, chirurgien qui a une certaine, je sais pas, comment tu as dit, marge d'erreur, j'ai oublié. En quel honneur il va aller contrôler le travail d'une machine qui a moins de marge d'erreur que lui? Ouais. Bah, déjà, sachez que c'est le cas de beaucoup de métiers de l'industrie, de 100% des l'armement, usines dans lesquelles de on bosse. l'aérospatiale, etc. Machin. Et quand tu regardes des gens qui contrôlent des trucs extrêmement dangereux, ils ont une marge d'erreur humaine alors qu'ils contrôlent des trucs qui doivent pas tolérer le moindre. C'est différent. Non, Toi, non, mais tu c'est parles de... Toi, tu parles des gens qui vont s'assurer, J'ai comme compris. les mecs qui vont vérifier l'avion avant qu'il vole, alors que tu vas pas Oui, voler sur le dos du gars. mais C'est les tu mecs verras. qui vont contrôler les outils de production avant avant que l'outil de production opère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans un avion, dans une chaîne de production, dans l'armement et ainsi de suite, la personne va contrôler le truc avant que ça n'arrive, tu vois. C'est pas au moment de l'opération, en fait, où ça va se passer, tu vois ce que je veux dire? À moins qu'il y ait bouton d'alerte. Bon, bah, parfois, tu auras un gars, mais en Ah, tu veux bouton dire le d'alerte. contrôle en temps réel? Oui, voilà, Ah oui. le contrôle en temps réel, c'est là la marge d'erreur. En fait, la marge d'erreur, Mm. elle n'est pas en amont sur la préparation du truc. Là, forcément, oui, il faut les machines de fête foraine. Heureusement qu'il y a des mecs pour aller resserrer les boulons de temps en temps, tu vois. Et même avec ça, bon, bah, t'as des gars qui volent, hein. Mais voilà, c'était plus sur ce point-là, spécifique. Jed, tu vas nous détendre. Tu vas nous détendre, on va passer au dessert. Let's go. Jed, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Petit dessert au programme, plusieurs petits qui est. On verra en fonction de l'horloge et du timing de notre maître de cérémonie Jules. Petit qui est très orienté business, d'accord. Donc je vais partir. L'objectif, c'est qu'on a un budget de malade. Il y a la tasse Burger Quiz qui doit pas être loin, je pense. Voilà, donc très bien. Toi, tu as ton buzzer, très bien. Basile, tu prends la parole quand tu veux. De toute façon, Moi, j'ai tu des nous armes fais- à feu, j'ai ce que tu veux. Enfin, Très bien, frère. Tu tires un coup Non, en l'air. Ouais, comme je ça, vais quand prévenir le tu- voisin quand même avant, mais vas-y. J'allais faire des private jokes qui peuvent pas du tout passer. Donc, Non, je mais vais fais- pas- Ce sera que la Non. 10e, c'est pas grave. Tais-toi. Donc, on est parti, messieurs. Nous cherchons une personnalité. D'accord? Je suis une personnalité française. J'ai aujourd'hui 37 ans. Je suis né en 1988. Cherchez-vous qui êtes chez vous. J'ai rêvé de dire cette phrase, c'est Julien Lepers. Attends, j'ai- juste comprendre le jeu là. On cherche quelqu'un que tout le monde connaît. Enfin, Frérot,
Vous deux, si vous le connaissez pas. Non, mais quand tu dis voilà. personnalité, parce que moi je me méfie toujours de ces trucs-là, on parle de quelqu'un que tout le monde connaît ou on parle, tu vois, Tout le monde le connaît comment gagner du temps. dans notre sphère, et c'est pas mon oncle. Quoi. Tu vois Donc, ce ok, que je veux il dire. est né en 88, il a Il est 37 né en ans. 88. Il a Tu t'es fait 37 ans. baiser, t'as dit il, donc on sait que c'est un homme. Vas-y, continue. C'est un homme. Il est né à Bordeaux. D'accord. Ah, c'est bon, j'ai. Sérieux? Ouais, j'ai. Impossible, frère. Ah, si, je t'inquiète. Bah vas-y, choque-moi. D'Archeville. Tu sais que j'ai la ref de qui est Jean-Claude d'Archeville, frère. Oui. Mais c'est très d'accord. Non, c'est Non, pas excuse-moi, j'arrête de t'embêter. Vas-y. ni d'Archeville, ni Jacques Chaban-Delmas, ancien maire de Bordeaux. Donc, je grandis à Bordeaux et j'ai un parcours très, très chaotique. Une enfance ultra compliquée. Mais, je vais connaître un gros tremplin dans ma vie qui va m'amener à être médiatisé. Bourbon. C'est Anthony Bourbon. 1 point pour Jules. Ok, mais attends, comment on a deviné Anthony Bourbon en se basant sur Bordeaux, 37 ans? Enfance chaotique, il en d'Archeville. parle tout le temps. Ouais. Ah, ok, oui. Enfance chaotique et Et donc, gros on tremplin. cherche avec- des entrepreneurs, parce qu'en fait, moi, je pouvais te sortir Bah, Sissi moi, la c'est princesse ou... Personnalité business de manière Ok, non, globale. mais s'il faut, il n'y a pas d'étiquette, hein, c'était pour un peu... Non, d'ailleurs, moi je milite pour un truc, mais bon, mon ami Jules qui cadre, et le cadre est important. Oh, vous n'êtes pas amis, Ouais. vous n'êtes pas amis. Non, et moi je milite, alors, ma connaissance, je milite pour faire des personnalités hyper larges, mais ok, très Mais bien. tu te fais calmer par le boss de la chaîne, ouais, bah vas-y, bon. Ah oui. On Ah, fait mais des ça entrepreneurs, va, vas-y, c'est pas attends. grave. Il y a une ligne Marc éditoriale, ça Simoncini. fait 10 Non, ans. Ça fait 10 ans que je Les bosse sur ce classiques. projet. Non, très bien. Ok, Alors, bon, donc ça va être tout le casting de QVMA, quoi. eh ben, on bascule, messieurs. Je suis né en 1956. Oula. Plus Eh vieux. ouais. Je suis né aux États-Unis d'Amérique. Wow. Ok. Je pèse aujourd'hui 125,4 milliards de dollars. J'ai été à la fac dans une petite faculté de province qui s'appelle Harvard. J'ai été du côté d'Harvard. J'ai épousé ma femme Connie en 90. Ah oui. oui. Hein? C'est Bill Gates. Ce n'est pas. Attends, Bill Gates. sa femme, quoi? Non, bah, j'allais donner juste le nom de sa femme si jamais vous l'aviez, parce que c'était très fort. Ah, mais ça Mais a non, mordu, moi, dans mes... J'ai eu Jules. Ok, je répète. Je suis né en 56, Ouais. d'accord? Ce qui fait que j'ai 69 ans. Je suis né à Détroit, dans le Michigan. Ok. J'ai fait la fac d'Harvard en économie et en mathématiques. Vous m'avez proposé Bill Gates, d'accord? C'est ce Ouais. qui vous est venu tout de suite. J'ai fait la connaissance de Bill Gates à Harvard. Ok. Je me lance en 80 dans une petite entreprise qui s'appelle Microsoft. Il se lance avec Microsoft? Ouais, j'abandonne mes études et je rejoins mon ami Bill Gates à Microsoft. C'est Sergey Brin? Non, bah non, Non. il n'a pas été à Microsoft. Larry Page. Non plus. Il est Gainsbourg. un poil dur. Il a un poil dur ou il est introuvable? Non, bah moi je le. Attends, je vais te moi, poser une question. Est-ce que cette personne est connue pour être le fondateur d'une boîte mondiale, enfin d'un des plus gros poids lourds de son domaine? Fondateur, j'ai dit. Fondateur, non. Ok. Gros dirigeant qui a pris un énorme chécos, oui. Et qui est une grosse personnalité aux States. C'est le genre de mec qui a racheté une franchise NBA, pour vous donner un ordre d'idée. Ouais, mais j'ai pas le nom. Donc c'est celui à qui je pense, j'ai pas le nom. Ok. Ok. Ouais. Vous l'avez pas? Jules, tu l'as pas? C'est pas Paul Ah, Allen ou comme ça là. Ah putain, c'est le cousin de Paul Allen. Oh. Donc, Ah bah alors j'avais pas. Non mais c'est son super pote quand je dis son cousin. Ah ok. Je connais pas le cousin de Paul Allen. J'allais partir sur Woody Allen. Non mais en plus je mélange les blazes moi. Donc c'est Steve Ballmer. Et c'est Steve Ballmer. Ouais, je l'ai, c'est bon. Je l'ai, mais j'ai triché entre temps. Quand tu m'as dit Paul Allen, j'ai capté assez facilement. Ok, Ok, incroyable, donc- incroyable. Mais tu connais Steve Ballmer?
Ouais, mais j'ai pas. En fait, dans ma tête, il est déjà incroyable. Dans ma tête, il était pas aussi riche. Ah bah mec, c'est. Non, mais c'est un- tu sais, des fois, on positionne mal les gens sur certaines échelles dans nos esprits, puis on découvre la vérité, on fait ah ouais, en fait, lui, Et genre, en tu vois, fait, Jules, personne sait que Jules, il pèse 96 millions non, de roupies. non, non. Alors, Et donc, Steve Ballmer est là, Non. est là avec nous. Il est avec nous sur ce podcast. Jen, si tu peux si tu Ouais, peux le faire monter. l'introduire. Ouais, bah, je suis pas administrateur sur Riverside, mais vous m'en Ah, voudrez merde. pas. Bon, c'est juste une histoire de bug. Oh, On n'arrive pas à faire rentrer Steve Ballmer, mais Mais on essaiera de là l'intégrer au où montage. ce qui était intéressant, juste si vous l'aviez pas trouvé tout de suite, c'est lui qui a lancé le développement chez Microsoft de la marque Xbox. Ah, j'en ai, ok. Et donc Xbox 360, la Xbox Go, tout ça, c'est lui. Et ce gros boom dans les années 2000, c'est grâce à lui. Et c'est le propriétaire de la deuxième franchise de Los Angeles, sur les Los Angeles Clippers. Et en fait, il en avait marre. Il en avait T-Max. Il a lancé la Xbox et le X-Max. il est très là-dedans, en fait. Allez hop, je vous fais le dernier. Vous en avez trouvé un chacun, mine de rien. Non, bah non, on a trouvé. Oui, R, sinon, on l'a pas trouvé. sur 2 questions, c'est pas non plus la grosse. Non, Sinon, on mais l'a pas attends. trouvé. Alors, ça va aller, je pense, beaucoup plus vite. Florence Foresti. Allez, hop. Hop là. Non, c'est l'autre là, avec sa 2-1. robe rouge. J'ai oublié son blaze. Anne Anne Romanoff. Voilà. Vrai ref, hein, Anne Romanoff. Ouais. Christophe Barbier. Écharpe rouge. L'écharpe rouge. Tu connais, BFM. On parle que en phrase comme ça. Ouais. Ça va aller très très vite et je vais devoir vous cacher un maximum d'infos. Super. Je suis né en 1974. Je suis né dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Mhm. Et là, ça risque d'aller très 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 vite. Je suis connu pour être un intellectuel de l'entreprise, un ponte au sein de la Silicon Valley. Depuis 1999, tout le monde scrute mes idées, mes avis. Attends, en 74 ou en 64? 74. Je suis né en 74. Hop là. Ouais, c'est ça. Ok. Je vous donne pas. Est-ce que vous avez le pays quand même ou Ah pas? si, c'est bon, j'ai. Naval Ravikant. Naval Ravikant. Ok, c'est bon. Pardon. J'étais sur Paul Graham, justement. J'étais sur Graham. Je- Mais c'est le côté pays peuplé et tout. J'étais, mais attends, Graham, il est né en Angleterre, tu vois. Parce que je me suis dit, je vais jouer sur leur culture. Non, mais parce que si je dis- T'as vachement bien joué parce que c'était Graham Attracted et en fait, non, ok, Naval Ravikant. Et j'ai investi, j'allais vous dire le nom des boîtes dans lesquelles il a investi, mais il a investi dans plus de 200 entreprises qui sont des petites boîtes qui s'appellent Foursquare, Uber, Notion, Yammer. C'est des startups, ça, c'est des Twitter. startups. C'est ça. C'est des, bon, la PME du coin, Wish, Wish. Bolt, bref. Alors, c'est. Wish, tout le monde l'utilise et se fout de la gueule de ce truc-là pour bien évoquer Ouais. la basse qualité et Mais tout, sauf quand tu parles d'investisseurs. T'as investi dans de Wish, la gros, boîte de Wish. t'es pas un mec Ouais. léger, tu vois. Et juste pour info, c'est le seul investisseur au monde qui compte dans son portefeuille, à Ah. hauteur significative, plus de 10 licornes. Ouais, alors j'avais lu un truc comme ça, effectivement. Ouais. De toute façon, Donc, c'est un investisseur de ouf. Ouais, et ces petits bouquins, ces petits essais, même pour des Mongols comme moi, sont hyper accessibles. Donc, je vous recommande à tous. Alors, juste Donc voilà, pour donner à boire sur Naval, Naval n'a pas écrit de livre, mais Naval, comme beaucoup d'autres, ayant dit énormément de choses très pertinentes et utiles au reste de l'humanité, ça a cassé les couilles à certaines personnes, notamment un mec qui s'appelle Eric Jorgensen, je crois comme ça, qui s'est dit tiens, on va écrire un livre avec tout ce qu'a dit et écrit Naval partout en ligne, parce que c'est trop important que les gens puissent le lire. Ça s'appelle l'Almanach de Naval Ravikant, qui n'est pas du tout un livre de Naval, mais un livre de ce mec-là. Et ce mec-là vient de réitérer la chose avec Elon Musk. Il vient de sortir The Book of Elon. Et c'est tous les propos qui ont été tenus par Elon Musk qui ont une extrêmement forte valeur ajoutée, mais qui ne seront jamais dans un livre ou dans un truc. Et il a tout Faut remis. quand même faut faire le tri quand même. Il y a quand même un travail de Oui, curation. là, ça a été un travail de curation. Ça a été un vrai travail de curation. Ah, là, le où mec, pour, il fait 9 tweets par jour, donc là t'imagines. où pour Naval, ça a surtout été un travail de rassembler. Parce que vraiment, il y avait un tweet là. Vous savez que Naval, il est auteur de je crois, le plus gros tweetstorm de l'histoire, qui s'appelle How to Get Rich Without Getting Lucky.
C'est un livre en tweetstorm, en gros, tu vois. Enfin bref, voilà. Mais allez vous procurer ce livre de manière audio, de manière papier ou ce que vous voulez. Ça se lit très bien et voilà. Et en faisant mes petites recherches pour préparer un peu l'émission avec cette grande logistique sur l'heure qui a précédé le démarrage, je me suis aperçu que Naval Ravikant, avant d'être un gros auteur sur le business, etc., c'est un mec qui était, ça va te plaire, je pense, base, très orienté sur la partie philo et bonheur. Et bonheur, il y avait, on fait un peu les intellos 2 secondes, après promis, je reprends le PMU. Mais bonheur, il y avait un autre Indien qui s'appelait Amartya Sen qui avait développé l'indice sur le bonheur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. Et bah, en gros, il disait on mesure les indices de valeur des pays avec le PIB, donc la richesse créée, tout ça. Et donc, il disait les gars, ce serait peut-être intéressant de mesurer ça avec le bonheur. Et Naval Ravikant, il vient de cette école-là, quoi. Tu vois. Donc voilà, je suis juste revenu à mes cours de SES de lycée et de me dire. Non, mais c'est intéressant de ouf. C'est intéressant de ouf. Puis Naval gagnait à être connu beaucoup plus qu'en le croisant dans un podcast. Un peu en France. Il y a, à part la sphère ultra petite du truc, je ne sais pas si tout le monde connaît bien ce mec. Anyway. Non, mais il a déjà vu passer sur des podcasts, des extraits, des trucs comme ça, je pense. Oui. Ou au allez-y, allez vous documenter sur lui parce que c'est vrai qu'il a dit 2-3 trucs pas trop connes. Hein. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, ça peut valoir le coup d'aller. C'est ça. D'aller y jeter un coup d'œil et bon, son portefeuille parle. Quand je dis portefeuille, c'est pas financier, mais plutôt. Je sais pas combien il pèse. De boîte, on va dire, qui va être intéressant. On clôture. C'est tout bon pour moi. Eh ben, merci Jed pour la petite animation. On clôture le dessert, on passe à l'addition. Qui prend le tarif cette semaine. Basile, tu avais un tarif à mettre cette semaine. Ouais. C'est la partie un peu plus violente du podcast. On y va et je crois qu'on est plutôt raccord. J'ai la thématique de ton tour de poivre. J'ai pas le fond encore du tour de poivre puisque tu vas pouvoir nous le partager maintenant. Voilà. Et je commencerai mon propos en clôturant le précédent et en disant à Jet que la fortune apparemment estimée de Naval Ravikant est de 2,2. Ouais, 2,2 j'étais regardé aussi. Milliards. Milliards. Que les hystériques de LinkedIn pensent pas qu'ils jouent dans la même cour. J'ai vu écrit billion. J'ai fait billion, c'est billion. Billion, c'est billion. Non, alors coup de gueule, coup de tête, tour de poivre, tour de force et incarcération. Moi, tu m'as demandé si j'avais un coup de gueule à passer, je t'ai répondu. Puisque sincèrement, oui, j'ai un coup de gueule qui n'est pas d'aujourd'hui, hein, mais qui est un peu un coup de gueule qui nous touche aussi parce que tous les trois, parce que alors Jules un peu moins peut-être, mais t'es quand même lié de très près à notre karaté. Nous, on est des formateurs, accompagnants, professeurs, intervenants, t'appelles ça comme tu veux. En gros, on est des trimards qu'on appelle pour les mettre en face de personnes qui souhaitent soit développer leurs skills commerciaux, soit apprendre la vente. Et je vais m'attarder sur la deuxième catégorie. La deuxième catégorie étant les gens qui veulent apprendre la vente et qui vont se retrouver dans deux postures différentes. La première, c'est la posture de l'apprenant et la deuxième, c'est la posture du consommateur de formation. Alors, c'est chelou comme distinction, c'est la même chose. Non, l'apprenant, il va être embarqué dans une structure. Okay, il va être embarqué dans un centre de formation, il va être embarqué dans une école, il va être embarqué dans la formation très technique d'un individu, d'une structure, d'une école, peu importe. Et le consommateur de formation d'infoproduits, c'est le gars qui va acheter du savoir auprès de son influenceur sales, si seulement ça existe, c'est une cata, est préféré, et il va consommer le pseudo-savoir de cette personne-là. On serait tous très tentés de taper très fort en premier lieu sur la deuxième source, donc les infopreneurs, les gens qui vendent du savoir, qui n'est pas le leur hein, d'ailleurs, pour te promettre que tu vas devenir sales et que tu vas, comme Jules, Jed et moi, closer 20 millions d'euros par jour grâce à ton traitement d'objection. Par heure. Alors, en réalité, il y a très peu de gens qui vendent ce genre de formation. D'ailleurs, c'est assez drôle. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans le sales pur, pas dans le closing éclaté d'infopreneurs de classe de neige, mais dans le sales pur, il y a très peu de gens qui se permettent de vendre du rêve dans des formations, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, genre, il y a cette espèce de méfiance un peu de si les black belts arrivent, on est mort. Tu vois, genre, en mode, tu vois, vous voyez où je veux en venir ou pas? En mode, il y a des mecs qui te vendent comment devenir milliardaire avec l'IMO, milliardaire avec la bourse, milliardaire avec l'IA, milliardaire machin. J'ai jamais vu un mec qui m'a vendu une formation en mode
en 3 mois, tu deviens sales à je sais pas quel taux de conversion sur des gros produits. Closer, c'est un autre sujet. Closer, il les embarque, mais bon, est-ce que parfois les gens méritent pas de se faire embarquer? Mais en réalité, c'est pas sur cette catégorie-là que je vais taper. C'est sur l'autre. Celle qui donne l'impression d'être irréprochable, d'être blanc comme neige et d'être tout à fait structuré, honnête, lisse et tout. Cette catégorie, ce sont donc les écoles, les centres de formation. Petit disclaimer, j'ai énormément enseigné dans les écoles. La vente, hein. Pas la physique chimie ni autre joyeuseté de l'éducation nationale. Dans différentes structures. Non, mais j'ai pas eu le droit. J'ai pas eu le droit parce que j'avais un rapport compliqué aux grenouilles. Et donc tous les trucs qui partent en vrille dans les dissections et tout, ils avaient un peu peur. Et donc voilà. Je comprends. Juste que vous compreniez un truc. Les écoles ne sont que des entreprises. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument faire rentrer dans le crâne de tous les gens qui vivent à l'heure actuelle à un moment soit charnière, soit un moment d'ignition, d'activation de boulot, parce qu'ils ont fini leurs études, parce qu'ils veulent prolonger leur licence ou quoi au caisse. Les écoles, pas les facs, pas l'école publique, les écoles ne sont que des entreprises. Pas, oui, il se trouve que c'est un truc de formation, mais qui doit répondre à des actionnaires. Non, c'est une boîte comme une autre. Une boîte avec un board, avec des actionnaires qui veulent un retour sur investissement sur tout ce qu'ils ont mis dans l'oseille, avec des gens qui sont calés à des endroits stratégiques pour cracher le plus de marge et le plus de renta et le plus de croissance, etc., etc. Et c'est une structure qui n'est là que pour faire de l'EBITDA positif. L'EBITDA positif, si vous ne savez pas ce que c'est et que vous êtes en train d'écouter un podcast sales, posez-vous des questions et allez faire des recherches. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que chaque année, il y a des dizaines de milliers, et je ne sais même pas si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes, alors ça touche pas que la vente, nous on va rentrer par la vente, mais ça touche pas que la vente, de personnes qui sont soit dans des situations tout à fait correctes et confortables, mais qui veulent juste soit se reconvertir, soit changer un petit peu, soit étoffer leur jeu, soit tout simplement commencer à apprendre quelque chose, ou des gens qui sont dans des situations beaucoup plus critiques, et moi c'est beaucoup plus des gens comme ça que j'ai rencontrés au travers de la pédagogie que j'ai pu dispenser, qui sont en train de changer de vie, qui sont en train de rattraper une vie qui s'est cassée la gueule, etc., etc., et qui sont aidés, épaulés par les impôts locaux, qui sont tout simplement l'argent public. Et l'argent public servant aussi à financer, par exemple, de la formation, France Travail, je ne sais pas quoi. Okay, sachez qu'il y a des millions, voire des milliards d'euros chaque année qui sont donnés à des structures par l'État, venant de nos poches, comme absolument tout l'argent de l'État, pour favoriser, par exemple, pimper, booster un petit peu la formation de tel métier, etc. Parce qu'on a des besoins et c'est tout à fait cohérent. Si vous vous basez là-dessus avec la philosophie d'un mec qui croit en l'éducation et qui veut vraiment amener de la valeur sur le marché, comme par exemple Mathieu Nebra, fondateur d'Open Classroom, qui en réalité est surtout le fondateur du site du zéro, qui parlera à absolument tous les gens qui ont un jour essayé le développement en autodidacte, là vous êtes dans le droit chemin. Mais si vous êtes dans le chemin d'une structure qui raconte aux gens et aux jeunes qu'elle va les transformer en prédateurs de l'IA, en prédateurs du sales, en prédateurs du marketing, en prédateurs de je ne sais pas quoi, en un bootcamp et demi, 3 semaines d'alternance avec un intervenant qui est même pas majeur et des entreprises partenaires qui ne feraient pas rougir des entreprises partenaires du Bangladesh, j'ai rien contre le Bangladesh, mais vous avez compris ce que je veux dire, et que vous vous dites oui mais ça vaut le coup parce que ça va rien me coûter, sachez que déjà c'est faux, ça va coûter une blinde à l'État. Donc ça va coûter une blinde au corps contribuable français, dont vous ne faites pas encore partie potentiellement, mais a priori que vous allez bientôt rejoindre si vous faites cette formation. Et ça ne fonctionne que parce que les gens ne posent pas de questions, parce que les gens ne sont pas curieux, parce que les gens ne dépensent pas leur argent, ce qu'on appelle de l'argent gratuit. Donc personne ne demande la qualité, personne ne demande le sérieux, personne ne demande la satisfaction, personne ne demande le suivi de ce genre d'entreprise, au même titre qu'on demande le suivi du mec qui répare notre bagnole, du mec à qui on va faire confiance pour développer le nouveau traitement de notre labrador, du mec qui va poser la toiture de notre maison. La décennale, les machins et trucs, les normes, les ISO, les entreprises qui font du beurre en travaillant avec un vrai savoir-faire et qui viennent tous les jours l'appliquer, eux ils se font casser les biens dans tous les sens, ils doivent répondre à des normes, remplir des certifications, se mettre à disposition de différents organismes de contrôle, et ci et ça, et je vous parle même pas de ce qui se prennent dans la gueule fiscalement et compagnie. Mais dès qu'on est dans la formation dans les pays qui comptent des scores de chômage lunaires et qui savent pas comment faire pour réveiller leur jeunesse qui est absolument rompue en termes de charme et de séduction avec le travail, on booste les formations un peu rapides qui vont mettre en circulation des alternants majoritairement, et en tout cas des gens qui sont considérés comme actifs. Pourquoi ? Sans tomber dans des délires de complot, de machin, pour faire bouger les chiffres. Mais comprenez que les personnes et les structures qui se placent en intermédiaire entre l'État qui a du budget et les gens qui cherchent une formation, un métier, ne sont pas toutes bien intentionnées. Elles ne sont pas toutes là pour réellement faire de vous des black belt sales.
elles sont là pour encaisser l'oseille que l'État met à disposition, et la seule façon de l'encaisser, c'est de vous faire rentrer dans la formation et en général de vous aider à trouver une promesse d'embauche en alternance. Ce que ça veut dire, c'est que ces structures vont attirer tout un tas de profils qui sont certainement dotés d'un potentiel pertinent dans certains cas, qui sont certainement plein de bonnes intentions et qui ont envie de devenir des sales et des peu importe quel autre métier efficient et vraiment actif et investi dans l'industrie pour plus tard. Sauf qu'elles vont recevoir une formation qui n'est même pas vide, c'est qui est inexistante. Pour quelle raison? Parce qu'elle a été designée par des gens qui n'ont jamais fait une seule seconde de leur vie le métier qu'ils osent prétendre enseigner à ces élèves, que les entreprises ont un jeu de coûts, de rendement, de qu'est-ce qui génère un ROI, c'est un profit supérieur à une dépense. Donc quand on peut avoir des intervenants, des pontes, des mages, des mentors, des figures, mais qui coûtent de l'argent qu'on pourrait faire venir pour former nos élèves, on va préférer faire venir des gens qui coûtent moins cher, voire des gens qui coûtent rien, mais peu importe le niveau et la dégradation du niveau de l'enseignement que ça va causer au sein des structures pour les élèves. Donc mon coup de gueule, il est là. Chaque année, j'ai des gens qui viennent me dire qu'ils sont étonnés que j'ai enseigné dans certaines écoles dans lesquelles j'ai enseigné. Je ne citerai pas de nom parce que moi, je n'ai pas le temps de passer du temps avec les avocats de machin, les avocats de trucs. Moi, je connais les tatamis, le reste, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Et ils sont étonnés parce que eux, ils sont passés après moi et ils n'ont pas trouvé le niveau qu'ils pensaient. Et donc ils sont étonnés de se dire que des gens qui peuvent suivre comme Jules, comme moi, comme Jed, comme peu importe, qui leur semblent démontrer une certaine valeur, une certaine réelle expertise, et en sachant qu'on est, moi je m'autoproclame rien du tout expert de la vente de quoi que ce soit, je serai peut-être expert quand j'aurai 90 ans, mais pour l'instant on est juste en train d'apprendre plus vite et un peu plus loin que les autres. Et comme ils voient ce delta de niveau, ils comprennent qu'en réalité il y a un enjeu où parfois tu tombes bien dans une formation qui a pris la peine de payer un intervenant d'une certaine qualité, dans un cursus et un corpus théorique d'une certaine qualité, mais ça ne veut pas dire que la promo d'après, elle aura la même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que l'école d'à côté, elle aura la même. Et c'est un peu au petit bonheur la chance. Le problème, c'est qu'on est en train de mettre en circulation les gens que nous, on va recruter après. Que vous, là, qui écoutez ce podcast, allez potentiellement recruter dans vos boîtes. Et après, vous allez gueuler, vous allez dire « Ouais, mais le niveau français des sales, il est catastrophique. » Oui, mais pourquoi? Donc, le coup de gueule, c'est même pas un coup de gueule, c'est un message qui a été introduit par un coup de gueule. Pour l'instant, je suis désolé de le dire comme ça, et je me fous de me mettre à dos des structures qui font des millions d'euros d'EBITDA positifs chaque année. Sachez-le, je ne vais pas pleurer pour les écoles. Les écoles privées françaises sont des machines à cash. Allez juste vous documenter dans les affaires judiciaires sur le nombre de douilles qu'il y a dans le système éducatif privé. Vous connaissez les scams crypto, les scams MLM. Et les écoles, c'est du même acabit, les gars. Le nombre de mecs qui se sont barrés avec la caisse des écoles. Vous connaissez ces histoires ou pas? Des écoles audiovisuelles, des écoles de mode. Les mecs, ils font une école, ils font du chiffre. C'est que de la marge quasiment. C'est quasiment que de la marge. Et ils disparaissent avec la caisse. Et en général, dans la caisse, il y a quasiment que de l'argent gratuit. D'argent gratuit qui est de l'argent donc, qui vient de poches, d'enveloppes déployées par le budget français, mais qui ne sort pas de la poche des clients. Les apprenants de ces écoles-là ne sont pas des clients de l'école. Donc au pire, l'école, elle est horriblement nulle. J'ai pas mis d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mon message à travers ce coup de gueule, et après Jules, je te sens bouillonner, je te redonne ta propre parole, c'est vous voulez faire une école, soit vous avez quelqu'un dedans qui vous garantit que vous ne perdez pas de votre temps, mais si déjà, là on parlait du médecin qui remet tout en question, là, les diplômés tout, si déjà on remet en question des études dans des facs prestigieuses et dans des écoles de haut niveau, allez pas perdre votre temps dans une école privée dont la seule fonction est d'enrichir les 2 connards de fondateurs qui l'ont mis au monde. Ok? Allez bosser. Trouvez un mec qui veut bien vous laisser votre chance en tant que bleu néophyte débutant dans le sales. Vous apprendrez 800 milliards de fois plus le sales en faisant ça qu'en passant 19 ans dans les écoles qui sont emmerdés par payer des gens pour enseigner aux gens ce qu'ils prétendent leur enseigner. J'ai terminé mon coup de gueule. Je vais me mettre sur le tapis qui est juste à côté de moi et j'attends quiconque veut faire un randori, un fight avec moi, un sparring de JJB, uniquement de JJB, hein, dans les règles du JJB et BJJF, sur ce débat. Voilà. T'as une école de vente, toi, Jed? La Jet School. C'est dur parce que moi, non, mais je suis dur. Je me permets d'être dur parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à me prendre la tête avec les cadres et les dirigeants de ces écoles-là. Et j'ai atteint le niveau de désespoir. Genre en mode laissez tomber, les gars. Non, moi, je ne vais pas en rajouter une couche. Juste, il y a pas mal d'écoles qui vous promettent la lune, voire de prendre la fusée en première classe. Méfiez-vous, les copains.
C'est du business. Voilà, C'est du business, tout les ce gars. que j'ai. Les slogans des écoles qui commencent à vous Ouais, chatouiller le cerveau, c'est les mêmes choses que les slogans du l'outil, du SaaS, du McDo, mais de la paire de pompes qui vous fait de l'œil. C'est de la publicité à destination convertive au regard d'un prospect, d'un persona, etc. Vous êtes le persona de cette école-là. Mais le pire, c'est que c'est même pas je- votre je- argent je- qu'ils vont prendre. non, mais juste pour te dire, parce que moi, je crois que je suis plus sur le cursus comme Jules. On a fait des business schools, tu sais, des Non. écoles de commerce. Non, Non. toi, pas du tout. C'était à la fac. Jules, Moi, il a j'ai fait la fête jamais. foraine, frère. J'étais pas dans le privé. Ok, bah mec, t'as 100 fois raison parce que moi j'ai 30 ans, enfin on est sur l'année, on est de la même année Jules, tu vois, et je vais finir cette année de rembourser mon Ah, crédit étudiant. Oui, nous, toi, en plus, tu t'es donc, endetté à titre personnel. Et encore, t'es pas aux US. Non, hein. mais, Non, mais- hein, T'es pas aux US. Les écoles dont je parle, Jet, Frère, c'est pas du tout les pas aux écoles. US, mais je sais, c'est très différent. Mais C'est pas les écoles de moi, cours, je ouais. mets mon- Non. Mais moi, tu sais quoi, parce que bon, c'est pas un tour de poivre et le chrono est large et je crois que Jules, il doit. T'as réécoute Jules ou pas? Écoute, Ouais. ça fait bien longtemps que mes sales se réécoutent Ouais. eux-mêmes quand je cale le poivre et sales avant. Ça, c'est quand t'as une équipe qui est Mais- calée, tu vois. Ouais, mais juste pour dire, moi j'ai un énorme coup de gueule sur les écoles de commerce Ah. et j'en ferai pas des caisses. C'est juste que moi j'ai voulu faire de la vente toute ma vie, on me l'a pas appris. On m'a mis un cours de négociation avec un mec qui a vendu des tapis en 84 avec son vieux costard tout gris. Il m'a pas donné envie d'être vendeur, donc j'ai dû découvrir plus tard ce que c'était. J'ai rien appris là-dedans, donc voilà. Et surtout, je me suis endetté. J'avais la croyance que dans business school, il y avait school, mais en fait, il y avait surtout business. Donc moi, je suis archi d'accord avec ce que tu dis, Baz. Et, et en fait, là, j'ai reçu récemment, on m'a invité dans mon ancienne école pour venir témoigner. Tu sais, faire jury aux sûr. trucs d'entrée, Bien sûr. faire les courbettes. Parce qu'on a vu un peu que sur LinkedIn, ça commençait à marcher. Je vous jure que c'est vrai. Et donc, le message de la dirigeante qui m'a fait redoubler il y a 5 ans. Donc, Anne-Laure, big up à toi là-dessus. Mais juste, les gars, sachez où vous mettez les pieds. Et aujourd'hui, moi, je trouve, c'est des montants exorbitants par rapport à ce que le savoir libre est disponible. Mais par contre, si on doit mettre un petit bémol, c'est que moi, j'ai pu faire des jobs ultra stylés parce que j'avais ce bout de papier-là. Qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années? Est-ce que ce bout de papier aura autant de valeur? Est-ce que Jules, toi qui recrutes, tu recrutes sur bout de papier? Je crois pas. Tu vois? Moi, je sais même pas où il est, mon bout de papier. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Comme Jules? je Et- disais la dernière fois, moi, j'ai commencé à apprendre une fois qu'on m'a laissé tranquille à l'école. Ouais, mais mec, c'est archi vrai. C'est archi vrai. Mais Et en jamais, fait- jamais je vais demander le bout de papier Mais non. de quiconque. Moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est sur la partie financement, justement, financement public. Prenez vos responsabilités parce qu'il y aura aussi Ouais, ralasse, frère. il y aura Je suis une d'accord. responsabilité personnelle. T'es pas engagé de la même manière quand ça a été financé par de l'argent ou par du CPF ou même si tu vas me dire que tu as cotisé pour ou je sais pas quoi. T'es pas du tout avec le même niveau d'intensité derrière que quand toi t'as mis tes propres deniers et quand tu t'es démerdé justement pour aller chercher quelque chose. Et ça aussi, ça a une importance derrière dans ton parcours parce que il y a l'école et la personne qui va t'apprendre, mais il y a aussi toi et ce que tu vas décider de capter comme valeur, tu vois, par rapport à ce qu'on viendra te proposer. Là, Basile, le coup de gueule que tu as fait, c'est un coup de gueule que mon père avait depuis toujours dans l'architecture, notamment. Moi, je suis ton qui, père, lui, Jules. n'a jamais fini ses études. Mais je sais. Mais Ah, il était dans qui, l'architecture, lui, n'a jamais fini. Il était dans l'architecture en études, ton père? De quoi? Alors, il était architecte, il a jamais fini ses études d'architecte. C'est l'époque où tu pouvais. Ce qu'il allait dire, il a jamais battre les fini couilles. l'immeuble. Moi, il a redoublé 2 fois. Il était tout seul, architecte, artisan à la main avec son calque et il a toujours travaillé seul. Et il a toujours eu des stagiaires et il récupérait des mecs qui devaient faire des stages parce qu'ils étaient dans les études, etc. Et il a toujours disjoncté quand il récupérait les mecs en leur disant mais ça fait 5 ans que vous êtes en études. En fait, qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Mais vraiment, la question qu'il posait à ces mecs, c'est qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Parce qu'ils récupéraient des mecs qui étaient dans des trucs, mais tu t'hallucines. C'est-à-dire, t'hallucines. Les mecs savent même pas faire un permis de construire, tu vois. Genre le début juste de l'essence même, tu vois, de l'architecture ou du truc, ils ne savaient rien faire. Les mecs bidouillaient sur un ordi quelques trucs, ce que mon père faisait pas du tout, vu qu'il faisait tout à la main. Mais
c'est un truc de taré, quoi. Et tu te demandes, en fait, qui juge de quoi, qui confirme quoi, qui valide quoi, en fait. Est-ce qu'il y a Et vraiment au un nom mec de qui vient, quoi? on Au parlait nom du, de quoi? Au nom au de niveau quoi? du contrôle qualité, en fait, qui va à un moment passer derrière pour dire bon, Même. qu'est-ce qui se passe, tu vois, qu'est-ce que vous faites? Parce que, à part gérer des quotas, des machins, des trucs, dire ah non, mais nous en France, il faut 200 ou il faut 300 médecins par an, il n'y a que 300 médecins qui vont sortir par an. Là, tu Ouais, vois, on est bon, on met des quotas alors qu'on manque de médecins. Et pour ouais, faire numerus clausus, là où il n'y a pas en besoin. fait, le côté premium, par exemple, le côté premium des études de médecine, ils l'ont pas fait par rapport à l'apprentissage que les médecins ont, ils l'ont fait par la sélection. Donc ils te font croire que l'apprentissage est un apprentissage premium par la sélection et par la limite des places, tu vois. Mais peut-être que ceux qui sont arrivés 400, 500, 800e, tu vois, sur le truc, ça pourrait très bien être d'excellentes personnes. C'est juste qu'ils sont arrivés moins bons à un concours que les 300 premiers. C'est tout. Mm. C'est le seul truc, tu vois, C'est qui vient valider de la c'est un qualité super du truc. exemple. Mais peut-être que le Super 800e de l'année d'avant, peut-être que par rapport au 300e de l'année d'après, Même au il premier. était peut-être meilleur, tu vois, sur le classement. Est-ce que ce Ouais. mec-là, du coup, mérite plus ou moins d'être médecin alors qu'on manque de médecins de partout, tu vois? Et en fait, ça, c'est des trucs, moi, qui me font un peu disjoncter parfois, tu vois, je parle pas, en tout cas, je parle sur des métiers qui sont en tension, tu vois, à des endroits, en fait, et où, en fait, tu viens créer une espèce de sélection naturelle, de sélectivité, mais qui n'est pas faite Mm. par rapport à la finalité de ce que tu apprends, Mais- comme il y a des vraies écoles ultra pointues, mais qui est faite par le concours, par le truc, Mais par la l'école de commerce, c'est ça, Jules. Tu sais, quand on te dit, tu sais, moi, L'oseille, là. j'ai fait des concours, moi, j'ai fait prépa pendant 2 ans et 3 ans, j'ai cubé. Gros, je pétais un plomb. Tu sais, classement. Si j'ai pas 11,57, je dois aller dans telle ville. Si t'as pas 10,5, tu vas dans telle ville. Mais en fait, gros, quand à la fin, moi, j'ai fait le cabinet de conseil, hein, tu arrives et que tu dis, bon, toi, t'as fait quoi? Ah bah, t'étais à Rouen, toi, t'étais à Reims, toi, t'étais à Bordeaux, t'étais à Montpellier. On est tous kiff-kiff. Tu sais Tout le faire monde s'en ce branle. qu'on nous a demandé? Chihuahua. Bon, bref. C'est juste que t'es mieux dans une grande ville parce que tu vas mieux vivre ta vie étudiante, c'est tout. Mais Hein. mec, Sinon, l'école, elle change pas. Hein. L'école, elle est à côté de la gare ou pas? Ouais. Je peux faire une dernière remarque qui va clôturer ce sujet de vraiment 20 secondes, mais qui est très intéressante d'un point de vue sales. Tout à l'heure, on a parlé de l'argent gratuit. Donc l'argent gratuit, c'est l'argent de l'État qui est mis à disposition dans des budgets spécifiques, généralement des trucs comme la formation et tout. Que Qui des n'est pas entreprises- gratuit, qui Il est est gratuit. juste Pourquoi indirect il est, dans il le est paiement. gratuit. Voilà, Et à c'est- nous. Et à nous. il est pas aux gens qui profitent du produit et du service qui est acheté en tout cas. Oui. Si vous êtes sales et que vous démarrez votre carrière en vendant principalement à de l'argent gratuit, donc des choses qui vont être payées par de l'OPCO, par du CPF, par des budgets d'État, etc. Attention, je dis pas que vous n'êtes pas sales, faites attention tout de même. Vous n'enlevez l'argent de la poche de personne. D'accord? Donc, tu vends rien. Donc vous vendez pas vraiment. Alléluia. Vas-y. Donc attention Parce que à la moi, deuxième step de moi, votre j'ai fait parcours des- où là vous allez, j'espère pour vous, vendre. Parce que ça va vous faire bizarre, je vous le dis tout de suite. Et j'embrasse Et- tous et mes y a potes des de lois- LinkedIn, j'embrasse tous mes amoureux de LinkedIn qui ne font que vendre à de l'argent gratuit toute la journée et qui passent pour des rockstars de Et il l'entrepreneuriat. y a des lois, il y a des lois qui vont passer là, hein, sur l'OPCO, sur truc, parce qu'il y a des trous monumentaux. Il va y avoir des Et nous, reconversions. on en a parlé, Basile. Au Basile, sur 100% encaissé entre janvier et février, 0 OPCO. Ouais. J'ai décidé. Même maintenant, tu sais que c'est dans l'underground de l'entrepreneuriat et du sales. Ouais, mais là, ça y est, les ça, les indés, gens, ils en les parlent solopreneurs, les indés qui disent ils sont à 0% d'argent public, ils ont un label en plus, ils sont respectés de ouf. Tu vois, genre en mode ah ouais, toi c'est que Ouais. du vrai argent que tu vends. Waouh, alors que c'est juste la norme Ouais, en fait. ouais, mais tu sais que bon, là, c'est pas du tout l'objet, mais sur WhatsApp, gros, il y en a qui en parlent. Je suis dans un groupe Ouais, avec ouais, mais d'autres il y en a qui gens paniquent, je comme sais. moi, Ouais. et il y en a qui en parlent. Ouais. Bref, Jules, on a trop tchatché. Vas-y. Jules. Non, mais c'était bien, hein, c'était bien. Moi, j'ai décroché les mecs, hein, mais c'était, mais c'était très Il est sur bien. son PNL, rien à voir. Ouais, je suis sur autre chose, je suis sur le bilan là, ça y est, je suis passé à autre chose. De toute façon, on va devoir se laisser. Bon, étant donné que, comme à chaque fois, on a encore plein de choses à se dire, on refera des épisodes. Vous reverrez Jed, vous reverrez Basile, vous reverrez Augustin. Enfin, Peut-être. moi, pareil. Voilà, peut-être. Est-ce qu'on on reverra verra, Jules on vous Gardère laisse- On vous laisse la surprise. Hein? Est-ce qu'on verra Jules Gardère Ronaldinho. On verra Julinho. Julinho, Julinho. Garderinho, Tubarão. Je vais me faire la teinture bien. blonde et tout. Je vais tout me faire. Bon, allez les gars. Bon, voilà. Bon réveillon à tous. Bon tour. Ouais, bon tour. Allez, bisous. Allez, Ciao bisous tout le monde. monde.